Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence. Et nous sommes vraiment contents encore une fois d'être avec vous pour cette première sortie de Vendredi la Science. Je vais expliquer de quoi il s'agit dans un instant. Mais après, c'est la, on va dire, deuxième sortie de H. Je sais pas comme vous le connaissez, c'est l'Association haïtienne des étudiants et postgradués des professionnels en début de carrière. Donc, parmi les initiatives qu'on a proposées, on vient avec l'idée de Vendredi la science. Les buts, c'est tous les 2 vendredis, on va dire 2 vendredis par mois. Et chaque 2 semaines, on va avoir une conférence similaire où des expertes, des scientifiques ou des professionnels vont présenter leurs recherches sur Haïti ou en Haïti. Donc, c'est ça les buts de Vendredi la science. Donc, déjà, merci pour votre présence. Il est 14h03 à Port-au-Prince, donc vous savez pertinemment, et en Haïti, vu des problèmes d'Internet et tout, les gens ne sont pas forcément à l'heure, mais nous, on va essayer de nous efforcer, pardon, pour être toujours à l'heure. Donc, je vais laisser à Christine Jean-Louis qui va modérer la session. Et Christine va débuter avec la biographie de Dr Belloni et puis après, Dr Belloni va enseigner. Donc, encore une fois, merci pour votre présence et Christine, c'est à toi. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à notre première séance des vendredis de la science. Et donc aujourd'hui, on a un sujet assez intéressant qui sera présenté par Dr. Virginie Belloni. Et donc le sujet, à titre de rappel, ce sera sur euh, entre l'exil, engagement et nostalgie, les mémoires du duvalierisme dans la diaspora haïtienne du Québec. Et donc, on a le plaisir, comme je viens de le dire, d'avoir avec nous Dr. Belloni. Et avant de continuer, je vais vous présenter une brève présentation de Dr. Virginie. Donc, Virginie Belloni est professeure adjointe en au département d'histoire de l'Université de Montréal. De nationalité canadienne et d'origine haïtienne, elle a grandi au Québec. Elle a obtenu un baccalauréat en histoire à l'Université Concordia en 2013. En 2015, elle a soutenu une maîtrise en histoire à l'Université de Montréal avec un mémoire portant sur l'occupation américaine d'Haïti et la réponse de la National Association for the Advancement of Colored People. Elle a ensuite décroché un doctorat en histoire à l'Université de Montréal en 2023. Sa thèse portait sur la mémoire du duvalierisme au sein de la diaspora haïtienne de Montréal, 1964-2014. Ses recherches se concentrent principalement sur l'histoire d'Haïti au XXe siècle, en particulier le régime duvalieriste, les dynamiques de mémoire collective, la solidarité noire et les circulations transnationales des populations afro-descendantes. Encore une fois, merci Dr. Belloni de nous rejoindre aujourd'hui pour notre première séance. Et donc, tout de suite là, on va céder la place à Dr. Virginie. À titre de rappel, Dr. Virginie va intervenir et puis après, on aura les questions. Donc, si vous avez des questions, il y a deux façons. Après, vous pouvez les poser. Si vous souhaitez adresser vos questions directement à Dr. Belloni, bien, vous êtes la bienvenue déjà. Comment faire? Il faut simplement lever la main et puis moi, je vais vous donner la place pour poser des questions. Et donc, sur la plateforme Zoom, il faut tout simplement appuyer sur le symbole pour lever la main et puis je vais vous voir. Et toutefois, si vous ne souhaitez pas vous adresser directement à Madame Belloni, c'est pas un problème. Vous pouvez toujours poster vos questions sur le chat et moi, je vais vous aider à les adresser. Merci déjà de votre compréhension. Et là, maintenant, on va vous demander de faire attention, de fermer votre micro pour éviter euh, tout problème. Et puis après, on aura un bon moment. Donc, je vous souhaite déjà une très bonne présentation, Docteur Virginie, et on va dire un bon moment à tout le monde. Merci, à bientôt. Moi, Docteur, mais on ne vous entend pas, Docteur Virginie. Votre micro s'est fermé. Oui, c'est très bizarre. Mon micro s'est fermé d'un seul coup. Je Oui, disais ça juste, va.
Je voulais avoir une Ça va. petite précision, c'est ça, j'ai environ 40 minutes pour parler et ensuite c'est la discussion, c'est ça? Parfait. Ouais. Donc, merci, voilà, merci beaucoup pour cette introduction. Je pense que ça va, vous voyez bien mes diapos. Et donc, vous l'aurez compris avec l'introduction, hein, il sera question d'exil, d'engagement, de nostalgie et vraiment de mémoire, vraiment au pluriel, du duvalierisme au sein de la diaspora haïtienne au Québec, mais plus particulièrement, je dirais, vraiment à Montréal. Donc, Excusez-moi, Sœur oui, Virginie. oui. Donc, pour les slides, est-ce que vous pouvez mettre ça sur la présentation complète? Parce que là, on voit on va dire, très petit. Ah Et oui, vous ok, pouvez, ouais. d'accord. Je vais réessayer ça. Est-ce que vous voyez bien maintenant? Ouais, Est-ce que ouais, c'est ça plus va. gros? C'est Ouais, plus c'est gros plus maintenant? gros, mais vous êtes, ouais. Ok, parfait. Oui, et donc je voulais d'abord remercier Madame Jean-Louis pour l'opportunité de présenter aujourd'hui. Je voulais remercier aussi l'association de créer de ce type d'initiative et de permettre à différents chercheurs dans différents types de sciences aussi de pouvoir se prononcer comme ça et pouvoir avoir toutes sortes de discussions sur des sujets qui sont reliés à Haïti, mais à ces nombreuses diasporas également. Et merci également à vous, le public, hein. Je sais qu'on est un vendredi après-midi, début de soirée, alors c'est peut-être je sais pas si c'est un moment qui est toujours intéressant pour tout le monde, mais je suis très contente que vous soyez ici aujourd'hui. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour me présenter, seulement parce que je crois que ça a été très bien fait par mes collègues il y a quelques instants. Je dirais seulement que en fait, c'est très intéressant pour moi de revisiter ce sujet parce qu'en toute franchise, c'était mon sujet de doc. Je suis encore un peu là-dedans. Je suis en train de changer ma thèse en manuscrit de livre. Mais au-delà de ça, j'essaie aussi en fait, je commence à regarder d'autres périodes un petit peu de l'histoire d'Haïti. Je travaille sur un projet un peu plus large sur, si on veut, une histoire intellectuelle du judaïsme. Donc, je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, je dirais, aux années 30 et les années même 40. J'en parlerai peut-être ou je toucherai peut-être légèrement à ça pendant la présentation dans quelques instants. Mais voilà, c'est un peu le gros de mon travail. Maintenant, avant de commencer vraiment avec le vif du sujet, je pense qu'il faut quelques contextualisations, hein. J'ai dit contexte de la recherche, mais je pense qu'il y a un peu plus à ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois pointu et un peu particulier, hein, qui ne saute pas forcément aux yeux. Et souvent aussi, quand on parle de mémoire, des mémoires collectives aussi, on pense à la mémoire collective dans un espace national. Dans ce cas-là, ça aurait été en Haïti, mais vous l'aurez compris, avec mon projet, là, on parle de la mémoire au sein de la diaspora haïtienne qui est au Québec et plus particulièrement à Montréal. Donc, je vais expliquer un petit peu comment je suis arrivée là, donc un peu la genèse du projet. Donc, je vous ai mis ici deux images. Oh, d'ailleurs, si je parle un peu vite, dites-moi-le, hein. Faites-moi la remarque pour que mon débit, voilà, que je me calme un petit peu, parce que je sais que des fois, je deviens un peu excitée et que je parle un peu vite. Mais voilà, je vous ai mis ici deux images qui pour moi sont assez éloquentes au niveau de justement ce qui m'a permis, ce qui m'a conduit à ce projet-là. La première, c'est une bande dessinée de propagande qui devait marquer, comme c'est écrit, le 22e anniversaire de la Révolution du Valériste. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup. Je vais parler de qui était François Duvalier dans quelques instants. Bon, mais cet imaginaire révolutionnaire, il revient beaucoup dans le canon du Valériste, hein, cette manière de présenter l'arrivée de François Duvalier en 57 au pouvoir comme un moment révolutionnaire, une fracture, si on veut, dans l'histoire d'Haïti. Juste à côté, je vous ai mis une image d'un documentaire que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube, si ça vous intéresse. C'est Les Chemins de la Mémoire, Haïti avant Duvalier. Ça a été réalisé par le CIDICA, qui est un centre de recherche et d'archives haïtien, caribéen et afro-canadien qui est à Montréal, au Québec. Avec tout ce qui se passe en Haïti, je vous dirais que c'est quand même devenu un des lieux vraiment privilégiés pour la recherche, pour nous les historiens, et bah, aussi les sociologues et d'autres spécialistes des sciences sociales sur Haïti, parce que bon, pour toutes sortes de raisons, vous comprendrez, on n'a pas toujours accès aux archives en Haïti. Donc, au-delà de ce travail d'archives, le syndicat aussi s'est lancé depuis plusieurs années déjà, c'est un documentaire de 2001, dans tout ce qui est relié au documentaire. Et pourquoi est-ce que ce documentaire-là est important? Pour moi, dans ma genèse, pour arriver à ce sujet-là, c'est que je vous raconte une petite anecdote, mais c'est relié à mon travail. Il y a plusieurs années, en 2014, je sais que vous êtes beaucoup à être très jeune, je ne sais pas, vous étiez où en 2014, vous deviez être encore plus jeune, hein. J'ai écouté justement ce documentaire-là. Ma mère, pour des raisons obscures, a décidé de se mettre à côté de moi et elle faisait ses ongles en fait, hein. Elle ne se préoccupait pas tellement du documentaire.
Et à la toute fin du documentaire, c'est un documentaire qui traite de vraiment les 1900 à 1957, donc vraiment l'époque un peu avant l'occupation américaine qui est de 15 à 34, jusqu'à l'élection de septembre 57, celle qui amène François Duvalier au pouvoir. Mais jamais on voit Duvalier dans le documentaire. Puis à la toute fin du documentaire, eh bien, on entend sa voix, hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de François Duvalier, il avait une voix très nasale. Et ma mère, qui voilà, faisait ses ongles comme si de rien n'était, voilà, elle entend la voix de Duvalier à la toute fin du documentaire et elle me dit, c'est Duvalier. Et là, tout d'un coup, je me rappelle qu'elle avait, tous ces trucs justement pour faire ses ongles et elle a tout échappé, en fait. Elle a tout échappé à terre. Elle était tellement choquée par le son de la voix du valet qu'elle a tout échappé à terre et là, elle s'est mise, voilà, comme je dis, tout d'un coup, à me raconter toutes ces histoires qui, en fait, entraient en conflit avec la manière dont jusqu'ici elle avait présenté le duvalierisme. Comme étant une personne qui est née en 91, qui est de deuxième génération, voilà. Moi, le duvalierisme, on l'avait souvent présenté comme un gouvernement qui était certes peut-être un petit peu autoritaire et violent, mais que si on ne se mêlait pas de politique, et ben, on vivait relativement bien et tranquillement et de toute façon, les choses étaient mieux à cette époque-là qu'elles le sont aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça qu'on m'a présenté le duvalierisme. Mais là, tout d'un coup, en entendant la voix du Duvalier, eh bien, le discours de ma mère, il a complètement changé. Tout d'un coup, le duvalierisme, ça devenait vraiment quelque chose qui, en fait, était omniprésent dans la vie de tout le monde. Il y avait ce sentiment de peur, il y avait cette autocensure, il y avait aussi ces disparitions forcées qui renforçaient aussi le sentiment de peur et ainsi de suite. Donc c'est tout un nouveau visage du duvalierisme qui m'était à ce moment-là dévoilé. Et c'est un peu comme ça, si on veut, que j'ai commencé à vouloir m'intéresser à ce projet-là, cette fracture entre la manière dont on parlait un peu du duvalierisme dans certaines sphères privées et la manière dont ça avait vraiment été vécu. Vous allez le voir, ça va un peu plus se compliquer quand je vais parler des tendances mémorielles et des camps de mémoire, comme je les ai appelés dans mon projet. Mais c'était un peu ça qui m'avait amené vers là. Ça, c'est un peu ma jeunesse personnelle. Au-delà de ça, si on regarde le contexte haïtiano-québécois, si je peux l'appeler ainsi, un peu plus large, eh bien, pendant les années 2010, donc les années où moi je suis à la maîtrise et que je prépare mon dossier de candidature pour le doc que j'ai commencé en 2015, eh bien, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc, en 2010, on a bien sûr le séisme en Haïti, qui va, si vous voulez, réouvrir pour beaucoup d'Haïtiens, hem, la plaie sur certains événements récents de l'histoire d'Haïti, que ce soit, toutes sortes de choses reliées plus, je dirais, aux époques d'Aristide, donc que ce soit le début des années 90 ou le début des années 2000, mais aussi beaucoup de souvenirs reliés à l'époque des Duvalier. Donc, je vous dirais qu'à Montréal, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui avaient un petit peu ce besoin de témoigner, ce besoin de comprendre, mais comment on était passé depuis 86 à cette époque où il y avait ce rêve de transition démocratique à l'Haïti qu'on avait au début des années 2010, suite à l'effondrement vraiment d'une bonne partie de Port-au-Prince après le séisme. Donc, il y a eu, si vous voulez, cette pulsion pour témoigner. Je ne l'ai pas écrit ici, mais ça s'est matérialisé, par exemple, par un projet qui avait une université qui s'appelle Concordia. Ils ont un centre de récit, ils ont un centre d'histoire orale et de récit numérisé, pardon. C'est un projet qui devait traiter de la vie des Montréalais déplacés pour des questions reliées à la violence. Et il y avait tout un sous-groupe de travail sur Haïti. Et ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il y a eu un avant 2010 et un après 2010. Avant 2010, très peu de personnes étaient venues témoigner de pourquoi ils avaient quitté Haïti. Très souvent, c'était dans le contexte des Duvaliers. Mais après 2010, tout d'un coup, il y avait eu cette pulsion, comme j'ai dit, pour témoigner. Ça, c'est une chose. Une autre chose qui est importante aussi, c'est le retour de Jean-Claude Duvalier, hein, en janvier 2011. À la même époque, après le retour de Jean-Claude Duvalier, on a aussi des plaintes qui vont être déposées contre Jean-Claude Duvalier au tribunal de première instance, hein, et des plaintes pour des crimes contre l'humanité, hein, des crimes vraiment très sévères qui ont été perpétrés sur les Duvalier. On a également Hem, Jean-Claude Duvalier, le 23 février, lorsque justement, hein, il va finir par pour se présenter en cours. Vous le savez peut-être, éventuellement ces plaintes, contre crimes contre l'humanité vont être tassées de côté. On va plutôt insister sur les crimes économiques qui auront été commis par Jean-Claude et certains, des proches de son giron. Lui va poser la question à des journalistes, mais vraiment la société haïtienne: «Qu'avez-vous fait de mon pays?» C'est-à-dire Jean-Claude Duvalier, qui est le fils de François Duvalier, qui est l'héritier du régime duvalieriste, ne va jamais prendre la responsabilité pour ce qui s'est passé de 71 à 86 lorsqu'il était président. Il va plutôt imputer la société haïtienne post-86 pour lui demander: «Mais vous, qu'avez-vous fait de mon pays, hein?» C'est-à-dire vous êtes responsable en fait de, cette chute et ces problèmes qu'on a en Haïti. En octobre 2014, Jean-Claude Duvalier va décéder et on aura quelque chose d'assez intéressant avec, Michel Martelly, que certains vont appeler un néo-duvalieriste, certains vont présenter le PHTK comme ça. On ne rentrera pas dans une discussion politique ici, mais on sait certainement que c'est une étiquette qui a été souvent collée au PHTK. Eh bien, Martelly, son contre-lieu, va dire à la suite du départ de Jean-Claude Duvalier, «Au-delà de nos querelles, saluons le départ de ce fils authentique d'Haïti». Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup me marquer, moi, hein. Vous regardez, je vous ai dit en 2015 que je commence le doc, donc on est en plein à l'époque où je commence à penser à ce projet-là. Parce que pour moi, dire «Saluons au-delà de nos querelles, saluons le départ de ce fils authentique d'Haïti», c'était une manière, en fait,
de passer sous silence 29 ans, presque 30 ans de dictature et de faire comme si que les désaccords qui existaient autour du sens du valairisme, c'était juste une histoire d'interprétation. Comme si qu'il n'y avait pas vraiment eu de crime qui avait été perpétré, comme si que le gouvernement du valairisme, il était tout aussi violent ou moins violent que les autres gouvernements en Haïti, comme si qu'il n'y avait pas eu une particularité à ce gouvernement-là. C'est quelque chose qui, moi, m'avait quand même beaucoup choqué. Et c'est dans ce contexte plus large que j'en suis arrivée finalement à cette recherche. Maintenant, j'ai mentionné l'homme quand même beaucoup. Je pense que c'est peut-être bien de dire quelques mots sur lui. Qui était finalement François Duvalier? Je ne sais pas si c'est censé être un truc interactif ici. J'ai déjà mis la diapo, mais j'aurais quand même voulu vous entendre. Je sais que vous êtes beaucoup à être un peu plus jeune et je sais que vous êtes beaucoup aussi à être en Haïti. Donc, je suis très curieuse, si on me le permet, est-ce que certains seraient prêts à se lancer pour me dire qui était François Duvalier selon ce que vous savez de l'homme? Est-ce que c'est correct qu'on ait un petit moment interactif ou non, il faudrait que je continue la présentation? Ouais, ouais, ça ira, ça ira. Et donc, s'il y a quelqu'un qui sait et qui voudrait intervenir, vous pouvez toujours le faire. Et puis, nous, qu'à faire en créole tout. Ou Oui, bien en bien anglais, sûr. n'en est pas anglais. Je ne Yeah. l'ai pas mentionné, mais c'est ça, il n'y a pas de problème en anglais, en français, en créole. Sentez-vous à l'aise. Moi, Ouais. je fais la présentation en français parce que je l'ai écrit en français. Mais bon, si vous êtes à l'aise, vous répondre en créole, pas de problème. If you want to answer in English, it's no problem. I can translate. So, whatever you guys want Ouais, to do. je vais essayer et je me rappelle bien. Il y a mon père qui est plutôt, on va dire, libéral, et puis il y avait un voisin qui s'appelle Dieval, qui était plutôt, on va dire, Duvalier. Donc, je me rappelle, tous les matins, il y avait des discussions politiques sur cette histoire de mémoire du Duvalier, parce que pour lui, quand il y avait Duvalier, c'était de la sécurité, etc. Donc, Duvalier, c'est plutôt ce mélange entre, on va dire, un choix. Un choix, c'est la liberté d'expression, etc. Et puis après, de l'autre côté, c'est le choix de l'autoritarisme, du dictateur, de celui voilà, qui fait tous les massacres qu'on savait. Donc, pour moi, Duvalier, c'est ça, c'est l'autoritaire, les dictateurs. C'est très intéressant, merci. Merci beaucoup de Madoche d'être prêté au jeu. Tout ça, c'est super. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à ajouter là-dessus? Sinon, c'est pas grave, je vais juste poursuivre, mais je suis juste très curieuse de voir En si... fait, bonsoir. Oui, ce que j'aimerais ajouter sur ce que vient de dire Madoché, c'est que pour moi, parce que je suis vraiment jeune, et on me présentait Duvalier comme quelqu'un, c'est vrai qu'il était autoritaire, mais il menait à bien le pays, en sorte que les rues étaient vraiment propres, les étudiants allaient à l'école, et il y avait de, euh, il y a, l'insécurité n'était pas ainsi. On pouvait manger à sa faim. Bon, pour moi, j'ai bien dit parce que je suis toute jeune, c'est ce qu'on me racontait. C'est vrai qu'il était autoritaire, mais on disait également, mais tout était bien quand il était sous son gouvernement. Donc, je ne sais pas comment vraiment la vérité. J'aimerais vraiment savoir la vérité concernant son gouvernement. C'est super, merci beaucoup. Merci. Si vous permettez, Madame Gentil, est-ce que je peux poser une dernière question? Vous avez environ quel âge? Ça pourra peut-être m'aider à retracer un peu le contexte. OK, j'ai 27 ans. Et 27 ans, oui, vous êtes relativement jeune. Oui, vous êtes relativement jeune, donc vous êtes né en 97, 98, genre? 98. 98, parfait. Donc vous êtes né quelque temps avant le deuxième mandat d'Aristide. Ok, vous êtes né sous préval. Ok, parfait. Donc, non, je pose la question parce que ça me permet de penser à quel type de manuel d'histoire vous avez eu accès à cette époque-là. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Qui, en fait, et vous allez le voir, c'est très intéressant ça, parce que vous voyez, mon projet, il est sur la mémoire de la diaspora haïtienne qui est au Québec, qui est à Montréal, et non pas sur, la communauté, sur les Haïtiens en Haïti. Donc, on est en dehors de l'espace national, hein. Pour toutes sortes de raisons, j'ai préféré, et j'ai dû même faire mon terrain au Québec plutôt qu'en Haïti. Mais c'est très important de noter qu'il y a, que, en tout cas pour moi, je crois qu'il y a une asymétrie entre la manière dont on se rappelle du valérisme en Haïti et la manière dont on se rappelle dans la diaspora haïtienne. Pourtant, ce que vous venez de me dire là, tous les deux, me fait réaliser que peut-être qu'il n'y a pas autant d'asymétrie que ce que je pensais. Parce que ce que vous venez de dire rejoint presque parfaitement les témoignages que j'ai reçus. Mais on va y arriver un peu plus tard dans la présentation. Merci beaucoup d'avoir bien voulu témoigner comme ça de vos connaissances.
Mais parlons justement de François Duvalier. Donc c'est quelqu'un qui était un médecin de formation. Donc comme beaucoup d'hommes de sa génération, Duvalier il est né en 1907, il est la même année d'ailleurs que Jacques Roumain, l'auteur qu'on connaît très bien. Il est né donc dans le contexte de l'occupation, américaine d'Haïti et donc c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup l'ébranler et beaucoup ébranler, je dirais, une génération tout entière, hein. J'aurais pas le temps de revenir beaucoup là-dessus, mais je vous ai dit que mes nouveaux projets de recherche étaient un peu plus axés sur cette, période-là. Pas tant sur l'occupation américaine, mais plus les réponses nationalistes à cette occupation-là, hein, les réponses idéologiques aussi, à la chose. Donc Duvalier, justement, rentre en plein dans ce contexte-là. Donc c'est quelqu'un qui, dans les années 30 en tout cas, va être considéré comme un intellectuel, hein. Et Duvalier, c'est quelqu'un qui avait une vision, je dirais, très binaire et très racialiste de la société haïtienne. Vous avez peut-être entendu parler de son ouvrage Le problème des classes sociales à travers l'histoire d'Haïti, c'est un ouvrage qu'il va coécrire avec un de ses complices de l'époque. Mais ce qu'il faut retenir de cet ouvrage-là, c'est vraiment que finalement, on nous présente l'histoire d'Haïti comme une lutte un peu acharnée entre les Noirs et les mulattes. Bien sûr, des deux côtés, on parle d'une élite, hein, on ne parle pas tant des paysans que ça, on parle vraiment d'une élite noire et d'une élite mulatte qui se mène une bataille pour l'exercice de la fonction de la présidence, en fait, hein, pour l'exercice de finalement tout ce qui est l'appareil étatique. Donc on veut vraiment être au contrôle de ça. Même quand on est mulâtre et qu'on arrive, même quand on est mulâtre et qu'on n'arrive pas à la présidence, on essaie quand même de placer un président qui va être noir, donc phénotypiquement qui va ressembler à la majorité, mais qui va répondre à des intérêts mulâtres. Dans l'histoire d'Haïti, on appelle d'ailleurs ça la politique de doublure. Si ça vous intéresse, on pourra en parler pendant la période de questions. Mais dans tous les cas, je vous dirais que la question de couleur, comme on l'appelle souvent en Haïti, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble de l'histoire d'Haïti. Cette question de couleur qui vraiment est cette lutte, comme j'ai dit tantôt, entre une élite noire et une élite mulâtre pour contrôler l'État haïtien. Donc Duvalier, dans les années 40, il va être ministre de la Santé publique et du Travail sous l'administration de Dumarsais Estimé. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus dans l'histoire d'Haïti, vous savez que Dumarsais Estimé, bon, c'est un de ces présidents qui est souvent on a presque que des éloges à dire à son sujet, notamment pour le bicentenaire de Port-au-Prince en 49. Donc ça, c'est quand même un détail important à retenir de la carrière de Duvalier, c'est qu'il va beaucoup essayer de s'associer à l'héritage d'Estimé au point de se présenter un petit peu comme son héritier légitime. Donc, en 57, il est élu président. Très rapidement, hein, tout ce qui est l'opposition, elle va être ou bien assassinée, ou bien elle va être contrainte à vivre dans la clandestinité en Haïti, ou bien finalement va devoir prendre le chemin de l'exil. Donc, il va déclarer très tôt que son gouvernement va être un gouvernement révolutionnaire qui va s'efforcer à créer un nouvel Haïtien. Donc, on n'a pas d'archives des Duvalier comme ce qu'on peut avoir pour certains, comme aux États-Unis par exemple, vous avez des bibliothèques entières à chaque fin de mandat des présidents qui sont créées ou est-ce que vous avez un petit peu une grande partie des archives qui sont reliées à leur présidence? C'est pas vraiment le cas en Haïti, c'est certainement pas le cas au niveau des Duvalier. Il y a eu un effort qui me semble très systématique de détruire une partie de ces archives-là. Mais on a quand même beaucoup de documents qui nous permettent de penser, en tout cas, comment est-ce que le régime a voulu se présenter à la population haïtienne et se présenter, je pense aussi, à des observateurs internationaux. Et ce qui revient beaucoup, c'est le langage de la révolution, hein. Comme je vous l'ai montré dans cette image de propagande au début de la présentation, hein, Duvalier va constamment parler d'une révolution duvalieriste, hein. Son arrivée dans l'appareil politique haïtien, c'est censé être révolutionnaire, censé créer une fracture par rapport à ce qui a existé jusque-là. En réalité, ça va être une période qui va être vraiment très marquée par la violence et les droits de la personne en Haïti, vraiment par le terrorisme d'État. J'ai parlé tantôt de disparition forcée, ça va être quelque chose qui va devenir très intrinsèque à l'expérience haïtienne à cette époque-là. Certainement, beaucoup vous diront qu'il y avait beaucoup plus de stabilité. Après tout, on a un gouvernement dictatorial, hein, il s'en va nulle part, hein, et Duvalier pourra changer la constitution en début d'année, en janvier 1971, pour permettre éventuellement à son fils de lui succéder. Lorsqu'il va mourir en avril de la même année, effectivement, c'est Jean-Claude Duvalier qui va devenir le président d'Haïti. Une des conséquences de la dictature, ça va être certainement le départ massif des Haïtiens vers l'étranger. En fait, certains historiens, géographes et autres vont dire que c'est vraiment à partir des années 60, lorsque Duvalier vraiment devient président à vie, là on est en 64, qu'on va commencer à avoir ce qu'on peut appeler le sauf-qui-peut généralisé, où est-ce qu'une grande partie de la population haïtienne va commencer à quitter le pays, et où est-ce qu'au début du XXe siècle, l'immigration haïtienne était surtout une migration temporaire, par exemple la République dominicaine, vers d'autres régions des Caraïbes, c'était surtout des travailleurs, des migrants vraiment qui partaient pour une courte période de temps. À partir des années 60, on commence à avoir des Haïtiens quitter vraiment une fois pour toutes le pays. Et on parle aujourd'hui de plus de 20% pardon, de la population qui vraiment est en dehors du pays. Ça, ce sont des estimations dans la mesure où vous avez quand même une grande partie des migrants haïtiens, comme on le sait, qui vivent dans des situations d'illégalité, pas seulement aux États-Unis, c'est ça qui revient beaucoup dans les médias ces jours-ci, mais ailleurs dans le monde.
entre autres dans les Caraïbes, mais aussi en Amérique latine, mais aussi là où je vis, moi, présentement au Canada. Donc, dans tous les cas, il y a une fracture qui se crée justement à ce niveau-là. Donc, une façon aussi d'évaluer le poids de la violence du Valérie, je pense, c'est de penser, justement pléonasme ici, je crois en fait que c'est la question des, disparitions forcées et des morts pendant le régime. Donc on n'a pas de chiffre exact, hein, parce que vous le savez, en Haïti, c'est un pays où est-ce que les gens vont naître et mourir très souvent sans même avoir d'existence légale. Mais on estime souvent que, les morts et disparus pendant cette période-là, le chiffre s'élève à entre 30 000 et 50 000 personnes. Hein, et ça, c'est dans les cas où on est capable d'évaluer que des gens sont morts. Donc, ça exclut, par exemple, certains massacres qui ont été perpétrés par les Tontons-Macoutes, par exemple, dans des zones rurales en Haïti. Ça, c'est quelque chose qui ne se concentre pas uniquement sur Port-au-Prince ou le Cap ou les grandes villes, mais qui, je dirais, reflète surtout la réalité de ces personnes qui, comme j'ai dit, avaient une existence légale et réelle en Haïti. Donc, pour une population qui en 86 était un peu en bas de 6,5 millions, c'est beaucoup, 30 000 à 50 000 personnes qui sont mortes ou disparues. Donc ça vous montre un petit peu l'ampleur de cette violence-là, malgré, comme je disais tantôt, ce sentiment jusqu'à un certain point de stabilité qui va certainement exister pendant 29 ans sous ce régime-là de père et fils. Donc, je ne vais pas trop insister sur la question de couleur, j'en ai parlé un petit peu tantôt de ce que c'était, hein, cette lutte, certains vont la décrire comme une lutte acharnée entre les Noirs et les mulattes, donc des classes dominantes, depuis l'époque révolutionnaire, hein, depuis la fin de la Révolution haïtienne avec l'avènement de l'État en 1804, jusqu'à, bon, certains diront que la question de couleur, elle s'arrête sous Jean-Claude Duvalier à partir du moment où il se marie avec Michel Bennett. Bon, c'est un débat en soi, on ne rentrera pas dans le débat, mais certainement la question de couleur, elle est importante pour comprendre comment les Haïtiens vont interpréter et se justifier aussi cette violence du valériste. On arrive à mon projet à moi. J'avais mentionné tantôt qu'en fait, beaucoup d'Haïtiens vont quitter Haïti pendant cette période-là et vont venir vers le Québec et vers d'autres régions dans les Amériques, mais aussi également en Europe. Donc, pour vous donner quelques chiffres, parce que je pense que vous êtes beaucoup à ne peut-être pas être autant familier avec la communauté haïtienne à Montréal. En 2016, c'était environ 150 000 personnes qui étaient d'origine haïtienne, qui vivaient principalement au Québec et principalement également, pardon, qui vivaient au Québec, mais principalement à Montréal. Donc, c'est quelque chose comme 89% des Haïtiens qui vivent au Québec, qui vivent à Montréal, ou dans la grande région de Montréal. Et pour ce qui est du Québec, Haïti est le deuxième pays en termes d'importance de naissance des personnes issues de l'immigration au Québec. C'est-à-dire que l'autre plus grand groupe d'immigrants au niveau de leur lieu de naissance, ce sont les Français. Pour certaines années, vous allez voir qu'il y aura plus d'Algériens que d'Haïtiens au niveau de d'où viennent la plupart des ressortissants non québécois, des immigrants. Mais règle générale, Haïti est souvent au deuxième rang. Donc si vous allez à Montréal et vous rencontrez quelqu'un qui est noir, souvent la blague, c'est que c'est forcément un Haïtien. Parce que, bon, la population de Montréal n'est pas énorme, mais pour un lieu aussi petit, il y a quand même beaucoup d'Haïtiens qui vivent là. Mais quand on regarde la population haïtienne aujourd'hui au Chili et ailleurs en Amérique latine, on se rend compte que bon, 150 000, c'est pas tant que ça. Hein. C'est pas beaucoup par rapport à comment est-ce que la population d'immigrants haïtiens elle a explosé un peu partout. Mais c'est quand même un chiffre qui est important, surtout quand on garde à l'esprit que jusqu'aux années 80, euh, le Québec était l'endroit où il y avait le plus de ressortissants haïtiens quand même dans les Amériques. Donc, pendant longtemps, je vous dirais que le Québec a joué le rôle, si on veut, de relais intellectuel à la diaspora haïtienne, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'opposition à Duvalier, elle va se faire depuis le Québec, et à partir du Québec, cette opposition, surtout lorsqu'il y aura des textes écrits, ce sera diffusé ailleurs dans les Amériques, mais aussi également en Europe. Donc, la communauté haïtienne du Québec, elle a joué un rôle assez important dans la dénonciation des violences duvalieristes. Ce qui m'amène un petit peu à mon sujet à moi, hein. Souvent au Québec, quand on parle des Haïtiens qui sont arrivés ici, on va parler de cette fameuse première génération qui va arriver au courant des années 60, qui va faire partie de ce fameux exode des cerveaux, hein. Vous avez vraiment une population de classe moyenne en Haïti qui va quitter le pays dans le contexte euh, de la dictature des Duvaliers et qui va arriver au Québec et qui, règle générale, va quand même plus ou moins bien s'intégrer au Québec. Le Québec, vous le savez, bah, vous le savez peut-être pas, en fait, c'est une province au Canada qui est majoritairement, pour toutes sortes de raisons historiques, qu'on n'aura pas le temps de voir ici, francophone. Et donc, quand les Haïtiens vont arriver ici, dans les années 60, en pleine ce qu'on appelle Révolution tranquille, une époque de grande modernisation au Québec, eh bien, ils vont, règle générale, être capables de s'intégrer assez rapidement au marché du travail parce qu'ils auront, vu que ce sont des Haïtiens de classe moyenne, les qualifications finalement pour occuper différents postes, que ce soit en éducation, que ce soit dans différents ministères qui vont être créés à cette époque-là. Donc, je vous dirais qu'au Québec, il y a presque une manière très romantique de regarder cette première
vague d'immigration haïtienne, on la voit de manière assez positive. C'est des Haïtiens bien éduqués, les bons Haïtiens. On verra dans quelques instants comment sont vues les autres vagues d'Haïtiens. Mais dans tous les cas, c'est dans ce contexte-là qu'ils arrivent. Ça, c'est quelque chose qui est très accepté au niveau de l'historiographie, c'est-à-dire au niveau de la littérature qui traite de la communauté haïtienne au Québec. Mais moi, ce que j'avais remarqué, et vous le savez, hein, quand on fait un projet de doc, c'est qu'on essaye de voir où sont les vides. Ce que j'avais remarqué, c'est qu'on comprenait, même si on parlait de son engagement politique anti-du-Valais, on le mentionnait sans vraiment l'étudier. Donc moi, j'ai voulu étudier le phénomène de cet engagement-là. Je parlerai un peu plus tard, si ça vous intéresse, des sources que j'ai utilisées. Mais pour vous faire un topo ici de quelques moments clés, vous avez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, les dates de la dictature, mais vous avez aussi ici 2 dates qui me semblent quand même assez importantes parce que même si d'un côté vous avez des Haïtiens qui arrivent au Québec, ils n'arrivent pas juste au Québec, hein. Le Québec, c'est une province au Canada, au sens plus large. Et donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pendant les années 60, il y a différentes lois au niveau de l'immigration qui vont beaucoup changer au Canada. Pareil aux États-Unis, c'est aussi dans ce contexte-là que beaucoup d'immigrants du Sud global vont finalement quitter le sud pour se rendre vers le nord. Donc, c'est pas un phénomène qui est propre au Québec, au Canada, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout en Occident. Et c'est un peu comme ça que des gens de pays qui autrefois, on barrait complètement l'accès des pays occidentaux, vont commencer à arriver. Donc, ce qui va se produire au Canada, c'est que pour toutes sortes de raisons, on va avoir de moins en moins d'immigration européenne, hein, parce que bon, pendant un bout, à cause suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un certain boom de l'immigration européenne, mais dans les années 60, alors que la situation se stabilise en Europe, il y a de moins en moins d'Européens qui vont quitter pour aller vers le Canada et vers les États-Unis. À la même époque aussi, il y a beaucoup de besoins pour ces sociétés qui sont changeantes. Donc, on va commencer, comme je l'ai dit tantôt, à ouvrir l'immigration à ce sud global. Et c'est dans ce contexte-là que vont arriver les Haïtiens ici au Québec. Je pourrais revenir sur ces dates-là si ça vous intéresse un petit peu plus tard. Donc, on en arrive à qu'est-ce que moi j'ai voulu faire avec ce projet-là. Donc c'est assez, c'est assez complexe. Je vais quand même essayer de me tenir à ce qui est important parce que je me rends compte que le temps, il file quand même, mais je voudrais quand même que vous soyez capable de comprendre ma recherche et aussi les retombées, hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé, en termes c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pu découvrir, voilà, avec cette recherche-là? C'est que bon, en termes de questions, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre quel discours ou quel camp de mémoire ou quelle tendance mémorielle, parce que plus ça va, plus j'ai effacé de mes propos le mot camp de mémoire. Je trouve que camp, ça fait trop rigide comme cadre. Je trouve que tendance mémorielle, ça donne plus de la place à de la nuance. On pourra discuter de la terminologie tantôt si vous le voulez. Donc, j'ai voulu comprendre quelles tendances mémorielles se sont hissées au sein de la communauté haïtienne de Montréal entre 64 et 2014. Pourquoi 64 et 2014? 64, c'est au moment où François Duvalier se déclare président à vie. C'est là qu'on commence à avoir beaucoup d'Haïtiens quittés. 2014, parce que c'est quand Jean-Claude Duvalier décède. Donc, mes sources couvrent vraiment cette période-là, majoritairement. Donc, ce que j'avais voulu faire au départ, c'était de discuter avec le plus d'Haïtiens possible de différentes cohortes générationnelles. Tantôt, je vais poser à l'une des participantes la question, vous avez quel âge environ? Parce que pour moi, je pense que la manière de comprendre du valairisme, en tout cas, c'était mon intuition initiale. La recherche m'a rendu un peu plus humble à la fin. Mais au départ, je me disais que oui, forcément, les gens plus vieux auront telle vision, les gens plus jeunes auront telle vision. Donc, je pensais que, par exemple, les gens plus vieux allaient peut-être un peu plus critiques, alors que les gens plus jeunes seraient plus nostalgiques de la dictature. Or, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Au contraire, j'ai pu identifier 2 camps principaux, potentiellement même un troisième, mais pour ce qui est de ma thèse, je m'en suis tenue à 2 camps principaux. Un camp de mémoire que j'avais appelé hégémonique et un camp de mémoire contre-hégémonique. Donc, ce camp de mémoire hégémonique, c'est quoi? Au Québec, en tout cas, et ça, c'est pas vrai pour Haïti, mais au Québec, en tout cas, le camp de mémoire hégémonique, c'est un camp des dissidents. C'est un camp de personnes qui étaient critiques des Duvalier. Donc, quand vous demandez, par exemple, à un Québécois qui est blanc, là, qui n'est pas, enfin, pas quelqu'un d'origine haïtienne ou X, Y, Z, un blanc, vous lui demandez quelque chose sur les Duvalier, il va vous dire, oh non, les Duvalier, c'était très violent. C'est un mauvais régime, c'était des tontons macoutes, c'était des ci, c'était des ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces Haïtiens de classe moyenne qui sont arrivés au Québec, qui, comme j'ai dit tantôt, ont pu s'intégrer dans cette société-là, vont très rapidement créer tout un corpus avec des publications, avec même des livres, où est-ce qu'ils vont vraiment dénoncer le régime duvalériste. Et donc, ce qui va devenir la mémoire dominante, hégémonique au Québec, ça va être une mémoire de réfutation du duvalérisme, une mémoire qui va être très critique. Donc, par exemple, tantôt, vous l'avez mentionné, mais moi aussi, j'ai parlé des, entre guillemets, bienfaits du duvalérisme, par exemple, la stabilité et tout ça. Quand vous dites ça à certains militants haïtiens qui aujourd'hui sont quand même assez vieux, mais ce sont quand même dans leur cœur encore militants, ils réagissent très fort, ils sont très fâchés, parce que pour eux, c'est inadmissible. Le duvalierisme, c'est l'autoritarisme, c'est la censure, c'est les meurtres, c'est les disparitions forcées. Donc c'est vraiment ça qui est devenu la mémoire dominante ici au Québec. Par contre, c'est pas parce que c'est la mémoire dominante que c'est la mémoire de tout le monde.
Et quand j'ai commencé ma recherche, au-delà des sources manuscrites, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire orale, c'est-à-dire de rencontrer les gens, de parler aux gens, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient une mémoire assez positive du duvalierisme. Ils disaient justement, ben oui, c'est un gouvernement autoritaire, mais attention, Duvalier est un homme éduqué. Attention, si on ne se mêlait pas de politique, ça allait bien. Attention, si on n'était pas mulâtre, ça j'en ai pas tant parlé, je l'ai mentionné un petit peu, hein, cette opposition entre mulâtre et noir. Si on n'était pas mulâtre, François Duvalier, il avait rien contre nous. Ça aussi, c'est plus compliqué. Duvalier, quand même, hein, il était l'allié de certains mulâtres. Là, c'est pas aussi noir et blanc que ce que les gens prétendent. Mais moi, en tant que chercheuse, mon intérêt n'était pas de mettre des mots dans la bouche des gens. Je voulais vraiment comprendre comment est-ce que les Haïtiens ici au Québec eux-mêmes donnaient du sens au duvalierisme. Au-delà de ce que moi, je pouvais avoir en tête comme chercheuse qui avait déjà fait l'exercice de comprendre dans la réalité, dans son historicité, qu'est-ce qui s'était vraiment produit en Haïti pendant cette époque-là. Moi, je voulais vraiment comprendre comment est-ce que les gens pouvaient arriver à être soit contre, soit pour le régime, selon quels critères est-ce qu'ils évaluaient finalement ce régime-là. Et c'est comme ça que j'ai dégagé ces deux camps. Un camp mémoire hégémonique qui, comme je l'ai dit, était critique au Duvalier, et un camp contre-hégémonique qui, lui, était beaucoup plus nostalgique, voire favorable à ce régime-là. Donc, pour vous permettre un peu de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, j'ai fait ici un petit tableau, si on veut, qui nous montre des exemples, en fait, de comment est-ce que ces différents camps-là vont décrire, traduire, donner un sens au duvalierisme. Donc, quand on regarde le camp hégémonique, qui, lui, en toute honnêteté, je dirais, représente beaucoup une certaine classe moyenne haïtienne qui est arrivée au Québec dans les années 60-70, qui très souvent, par exemple, n'a pas connu du tout l'époque de Jean-Claude Duvalier. Parfois oui, parfois non. Je vais revenir dans mes cordes générationnelles un peu plus tard, si vous le voulez bien. Mais ce qui ressort beaucoup de ce camp de mémoire hégémonique, qui est ce camp vraiment que j'associerais à une certaine élite intellectuelle de gauche au Québec, d'origine haïtienne, ce qu'on remarque, c'est que pour eux, le duvalierisme est vu comme une rupture fondamentale avec l'époque pré-57, hein. J'ai même vu des gens parler des 10 glorieuses avant Duvalier, donc de 46 à 56. Donc ça, ce serait les présidences de Dumarsais estimées qu'on a mentionnées tantôt, mais également celle de Paul-Eugène Magloire de 50 à 56, donc juste avant Duvalier. Bon, il y aura quand même une période parce qu'il y aura plusieurs gouvernements intérim entre le départ de Magloire et l'arrivée de Duvalier, mais généralement, on va dire que le président avant Duvalier, c'était Paul-Eugène Magloire. Donc les gens vont dire que vraiment, on a eu une période pardon, des 10 glorieuses vraiment entre 46 et 56. Le dualisme est aussi associé, comme je l'ai dit tantôt, à la violence, à la peur, à l'autocensure. C'est un camp de mémoire qui est assez hétérogène. On a des hommes, des femmes, beaucoup d'anciennes victimes, beaucoup de militants, beaucoup d'intellectuels. Et comme j'ai dit, souvent orientés vers la gauche. J'ai parlé avec des gens qui me disaient qu'ils étaient marxistes. Mes entrevues, je les ai faites principalement entre 2018 et 2021. Et se dire marxiste en 2018, moi, je trouvais ça un peu charmant. Je dis pas ça avec condescendance, c'est juste que c'est quand même intéressant de voir que des gens s'auto-déclarent marxistes encore aujourd'hui, même des gens beaucoup plus vieux qui ont assisté à la chute de l'URSS et ainsi de suite, mais qui continuent à s'identifier à une certaine gauche radicale. Chez ces personnes-là, j'avais remarqué un souci, de devoir de mémoire. Donc beaucoup de gens m'ont dit: «Voilà, nous te parlons à toi qui es jeune parce que nous voulons être sûrs que cette génération-là, vous comprenez ce qui s'est passé en Haïti, vous comprenez pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi beaucoup d'entre nous, qui avons été déçus par la non-transition vers la démocratie en Haïti, pourquoi nous sommes là, hein?» Parce que cette histoire de dictature en contexte de guerre froide, ça n'a pas seulement touché Haïti, hein, ça a touché l'Argentine, ça a touché le Chili, mais où est-ce que dans plusieurs pays de la côte sud, et en Amérique latine de manière plus générale, on a eu des commission de vérité et réconciliation, on n'a pas eu une en Haïti. Il y en a eu une après le retour d'Aristide, mais elle n'était pas sur l'époque de Duvalier. Elle portait sur les crimes perpétrés à l'époque de Cédras, donc après le premier coup contre Aristide. Donc c'est une autre histoire complètement. Mais c'est pour dire qu'au niveau de l'État haïtien, il n'y a jamais eu un effort systématique pour faire la lumière sur ce qui s'était passé pendant ces 29 ans de dictature. Et je vous ai quand même mentionné beaucoup de ces crimes-là qui ont été perpétrés. Donc c'est un camp qui est hégémonique, mais c'est certainement un camp des dissidents du régime. De l'autre côté, ce camp de contre-mémoire, c'est un camp qui lui aussi, va avoir, en fait, c'est très intéressant. D'un côté, il va avoir 57 comme étant une rupture, mais aussi comme étant, une date qui s'inscrit dans la continuité de l'histoire d'Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc une rupture par rapport à la question de couleur. Donc beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit: «Eh bien Virginie, avant Duvalier, les gens comme toi et moi, donc les gens foncés, hein, les gens avec des phénotypes qui tout de suite traduisent qu'on est, clairement à la science africaine et qu'on n'est pas mélangé avec autre chose, ou peut-être très peu importe. Beaucoup de gens m'ont dit: «Mais avant Duvalier, les gens comme nous, ils avaient pas d'emploi, ils avaient pas de métier, ils avaient pas de place dans la société. Malgré que c'est un pays majoritairement noir, les gens comme nous n'avions pas d'espace pour vraiment exister dans notre négritude, donc en étant qui nous sommes vraiment». Bien sûr, moi, quand les gens me disaient ça m'a beaucoup fait rire. Je me dis: «Bon, je suis une femme, alors après prétendre que j'aurais eu ma place partout, sous Duvalier, c'est un peu faux».
Mais comme je l'ai dit tantôt, hein, ma recherche était vraiment basée sur, je veux comprendre comment les gens, eux, voient Duvalier. C'est pas une recherche sur comment moi, Virginie, je vois Duvalier. Je veux comprendre la mémoire ou les mémoires qui se sont créées autour du duvalierisme. Et ça passe par vraiment un dialogue avec, bien sûr, c'est de mettre en dialogue des sources manuscrites, comme j'ai mentionné tantôt, qui sont surtout produites par ces Haïtiens de classe moyenne qui font partie de ce camp de mémoire hégémonique, mais aussi à travers les histoires orales pour parler avec ces gens dont le discours, dans la mémoire, ne se reflète pas dans les sources traditionnelles. Moi, je suis historienne, les sources traditionnelles pour nous, c'est tout ce qui est papier, tout ce qui est manuscrit. Hein, l'histoire orale, c'est souvent vu comme étant moins fiable, mais malheureusement ou heureusement, c'est quand même des fois grâce à l'histoire orale qu'on est capable de répondre à certains vides historiques qui peuvent exister. Donc, en continuité avec l'époque pré-57, pourquoi? Parce que pour certains des gens que j'ai inclus dans ce camp de contre-mémoire, l'idée était que les Duvalier n'étaient pas plus ou moins violents que les autres chefs d'État haïtiens. Souvent, les gens vont me dire, mais tous les chefs d'État haïtiens ont été des dictateurs ou ont été autoritaires, et ceci et cela. C'est pas forcément vrai au niveau historique, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est pas ce que je recherchais forcément. Moi, je voulais vraiment laisser les gens parler. Donc, les gens me disaient que bon, depuis la nuit des temps, d'ailleurs, Haïti est né d'une révolution sanglante et violente, donc la violence fait partie, si on veut, de l'haïtien. Ça, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un m'a dit. Donc, le duvalierisme est aussi associé certainement à de la violence, mais elle est jugée comme nécessaire pour des questions de sécurité, de stabilité. Hein. Souvent, les gens, ce qu'ils vont me dire, c'est, regarde Haïti maintenant et compare avec l'époque des Duvalier, c'était mieux, non? C'est souvent ce que les gens m'ont dit. C'est un camp qui, lui aussi, est très hétérogène, donc on a des hommes, des femmes, et je dirais qu'ils sont souvent associés davantage à une certaine droite. Mais vous remarquez que j'ai mis gauche et droite entre guillemets seulement parce que, bon, déjà ces termes-là ont des sens qui changent beaucoup. Et là, en plus, on est dans un contexte qui n'est pas national, mais qui est plutôt diasporique. Et aussi, je parle avec des gens de différentes cohortes générationnelles, avec différents vécus, qui n'attribuent pas la même valeur à qu'est-ce que c'est que d'être à la gauche et qu'est-ce que c'est que d'être à la droite. Je voudrais que les gens à la gauche soient un peu plus clairs. Quand quelqu'un vous dit qu'il est marxiste-léniniste, ça va. Vous plaidez pas avec lui, la personne, elle s'auto-définit ainsi, donc vous l'acceptez telle quelle. Mais certainement des gens que moi, j'aurais plus qualifiés comme étant davantage de droite, je pense pas que eux se seraient forcément reconnus comme étant de droite. Donc je pense que c'est important de quand même mettre ces mots-là entre guillemets. Donc ce que j'ai remarqué avec ce compte de contre-mémoire, c'est que il y avait vraiment un grand effort de révisionnisme historique au nom de l'objectivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que certaines fois, des gens m'ont dit, mais Virginie, tu vois, les historiens, ils disent ci, ils disent ça, mais ces historiens-là, ils n'étaient pas là. Beaucoup d'entre eux étaient déjà en exil, ils n'étaient pas en Haïti. De quel droit est-ce qu'ils se permettent de parler des Duvalier? Ils ont pas vraiment vécu Duvalier, c'est ce que les gens m'ont souvent dit. Et pour ces membres de ce camp de contre-mémoire, il y avait ce sentiment de, par objectivité historique, pardon, il fallait reconnaître les bienfaits du duvalierisme. Et donc, il y avait, moi en tout cas, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait tout un effort de dégitimiser le travail des historiens, des sociologues et de d'autres experts, sous prétexte que ces gens-là étaient ou bien trop jeunes, ou bien en exil, ou bien n'ont pas eux-mêmes été victimes, donc n'avaient pas de raison de se plaindre en fait de tout ça. Et moi, ce qui est ressorti de ça, c'est un peu deux tendances dans ce camp de contre-mémoire. C'est d'un côté un petit peu des apologistes finalement du régime, parce que c'était ce que c'était, c'est une apologie, mais aussi des indécis. Et qu'est-ce que je veux dire par indécis? Et c'est là qu'on commence à voir la distinction entre ma thèse et ce qui est en train de devenir le livre issu de ma thèse. C'est que j'ai commencé à me dire que peut-être qu'il faudrait parler d'un troisième camp de mémoire, un camp qui serait critique, nostalgique, qui d'un côté critique beaucoup la violence des Duvalier, mais en même temps qui, vu la situation maintenant en Haïti, est très nostalgique aussi. C'est-à-dire que pour chaque critique, on va rappeler un bienfait un petit peu. Hein. Donc c'est pas un rapport parfait un pour un, mais c'est un petit peu ça qui va se dégager. Dans ma thèse, en tout cas, tout en étant très clair sur la différence entre les apologistes et les indécis, j'ai un peu inclus ces deux groupes-là au sein du même chapitre, mais comme j'ai dit, j'ai vraiment voulu dégager le fait que au sein même de cette contre-mémoire, il y avait différentes tendances qui pouvaient se dégager. Donc, avant de poursuivre, je voulais juste être sûre, je sais que j'ai parlé un peu vite, est-ce que tout le monde m'a bien compris? Je sais que je ne donne pas un cours là, mais je veux juste être sûre qu'avant de poursuivre un petit peu, c'était clair, pas trop vite, ça va? Ouais, je pense que c'était clair. On va dire, on est à notre dernière 10 minutes, si ça Parfait. vous va. Oui, Ouais. c'est parfait. Oui. Donc, je ne vais pas trop insister sur l'histographie, les sources et la méthode. Je vais juste peut-être parler très rapidement de l'histographie. Ensuite, je vais aller voir les sources et la méthode parce que ça, par contre, je pense que ça aide un peu à comprendre le projet. Au niveau de l'historiographie, pour moi qui suis historienne, qu'est-ce que ça veut dire l'historiographie? Ce que ça veut dire, c'est vraiment l'historiographie, règle générale, c'est l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire, c'est regarder un petit peu comment des historiens dans le passé ont regardé un certain sujet. Comme l'historiographie de la Révolution haïtienne, ce serait regarder comment de 1804 à nos jours, on a compris la Révolution haïtienne. Mais l'historiographie aussi, ça veut dire le corpus
de travaux savants qu'on a sur un sujet. Donc, ce que ça veut dire pour moi dans le cadre de ma recherche, c'est que vu que mon projet traitait du Valéry, la diaspora haïtienne, et aussi de la mémoire, j'ai dû vraiment solliciter différentes historiographies. Donc, non seulement je me suis intéressée aux études sur la mémoire et la contre-mémoire, mais je me suis aussi beaucoup intéressée aux études qui traitaient de la diaspora, dans le sens plus large, mais la diaspora haïtienne aussi, mais aussi de l'histoire orale, hein. Comme j'ai dit tantôt, l'histoire orale, c'était quand même quelque chose qui était assez important à ma recherche. Je veux tout de suite passer à finalement mes sources. Donc, quelles étaient mes sources? Comment est-ce que je suis arrivée à, si vous voulez, dégager ce portrait de la communauté haïtienne au Québec, les différentes mémoires qui sont intrinsèques à cette communauté par rapport au duvalierisme? C'est que j'ai commencé d'abord en regardant des sources que j'ai appelées traditionnelles pour nous les historiens, donc des sources manuscrites. Ça, c'était des livres rares, des pamphlets, des articles de revue aussi éphémères. Mais j'ai aussi travaillé avec des sources orales. Donc, j'ai fait, moi, environ une trentaine d'entretiens. J'en ai fait 36. 11 des entretiens venaient du COHDS. J'avais parlé tantôt de l'Université Concordia qui avait un centre d'histoire orale et de récit numérisé. C'est ce centre-là même. Donc, c'était toutes les entrevues qui étaient faites avec le groupe de travail sur Haïti. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé vraiment trois groupes. Donc, un groupe de personnes qui avaient 60 ans et plus, des gens qui avaient entre 40 et 50, et des gens qui avaient 39 ans et moins. Au final, je ne me suis pas concentrée sur le discours des gens de 39 ans et moins, seulement parce que je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre eux, ils avaient très très peu de connaissances du judaïsme. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est de voir s'il y avait eu une mémoire intergénérationnelle, si les Haïtiens avaient parlé à leurs enfants du judaïsme et sur ce qu'ils avaient vécu. Et je me rendais compte que très souvent, ça n'avait pas été le cas. Fait que j'ai mis ça de côté, ça pourrait être une recherche pour plus tard ou jamais, je ne sais pas, on verra bien. Mais je me suis principalement concentrée sur les Haïtiens qui avaient 40, 50 ans, mais surtout 60 ans et plus, pour vraiment comprendre comment est-ce que eux lisaient cette époque-là. Et c'est à partir de ces entretiens semi-structurés qui duraient en moyenne 35, c'est-à-dire entre 35 et je vous dirais peut-être 2 heures. J'ai une entrevue qui a duré 7 heures de temps. C'était deux entrevues de 3 heures et demie environ. C'était un monsieur qui était beaucoup plus âgé, qui lui a vécu tous les gouvernements en Haïti, destinés au deuxième gouvernement d'Aristide. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de va-et-vient entre le Québec et Montréal et qui très récemment s'est résolu à vivre à Montréal à cause de la situation, surtout depuis 2018. Mais c'est pour vous montrer vraiment que j'ai essayé de parler avec beaucoup de personnes parce que je voulais pas quelque chose qui allait seulement refléter la mémoire des Haïtiens issus d'une certaine classe moyenne, parce que pour moi, c'est quelque chose qui, jusqu'à un certain point, existait un petit peu déjà. Je voulais quelque chose qui allait vraiment montrer cette pluralité, finalement, d'opinions autour des Duvalier qui existait et qui existe encore aujourd'hui au Québec. Avant de terminer, je voulais quand même vous montrer un petit peu des exemples concrets de ces camps de mémoire, pour que vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce que je veux dire par mémoire hégémonique, contre-hégémonique, contre Duvalier, pour Duvalier, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, je vous montre un exemple d'un individu que je classerais, que j'ai classé en fait, à ce niveau de camp de mémoire qui est hégémonique. Donc, je l'ai appelé Normie Alexandre. En fait, tous les noms que vous allez voir, c'est des pseudonymes, hein. Pour des raisons de sécurité, j'ai préféré anonymiser les noms des participants. Donc, lui, ce qu'il nous racontait ici, c'était un épisode des années 60. Il me disait, j'étais déchiré à cette époque-là. J'étais déchiré par la peur de me faire arrêter, de me faire torturer par les marcoutes et la rage. Je voulais les tuer tous. Je crois que pendant un certain temps, je suis devenu un alcoolique. C'était dur pour moi. J'ai failli devenir schizophrène parce que j'étais tiraillé d'un côté par la rage, tiraillé de l'autre par la peur de me faire appréhender. Donc, c'était ça un peu ma vie à cette époque-là. J'ai même fait ce qu'on appelle un nervous breakdown à un moment, à un certain moment. Donc, donc, ici, dans cette situation-là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est comment est-ce qu'au début des années 60, il est encore en Haïti, il a participé à des activités clandestines, des activités de gauche, communistes, pour tenir tête de Gino Duvalier, mais qu'il fallait bien sûr le faire, bien sûr, de manière clandestine, mais en sachant on s'ouvrait potentiellement à beaucoup de dangers, non seulement nous, mais aussi notre famille, hein, parce que si on découvrait que vous étiez dans un groupe de gauche sur Duvalier, il était très possible que vous soyez non seulement arrêté, éventuellement assassiné, mais les membres de votre famille aussi pouvaient être victimes. Plus tard dans l'entretien, il me dit aussi, des mots moins pire, mais l'envie moins. Ici, il parle de qui? Il parle de deux de ses tantes qui l'ont élevé, qui ont été victimes des Duvalier. Parce qu'en fait, les activités clandestines, elles ont été découvertes et ces tantes
Il n'a jamais expliqué exactement ce qui leur est arrivé, on peut un peu imaginer. Et donc, ça a été un moment très dur de l'entrevue, même pour moi qui l'écoutais, parce qu'il soupirait, parce qu'il pleurait. Je pourrais parler tantôt, si ça vous intéresse un petit peu, de tout ce rapport intersubjectif entre chercheurs et participants à les entrevues orales, mais c'était un moment très lourd de l'entrevue. Donc, d'un côté, il me parlait de son engagement politique et de l'autre, du prix de cet engagement politique sur lui, mais également sur des membres de sa famille. Un autre témoignage, cette fois-ci, d'un campus contre-hégémonique, donc de quelqu'un qui avait une vision plus positive des Duvalier. Lui me disait, Monsieur Télémaque Auguste, toutes les dictatures sont des sanguinaires. Je ne dis pas qu'il n'était pas un sanguinaire, François Duvalier. François Duvalier était un sanguinaire, mais Duvalier, il n'a tué personne, lui, là. C'était les tontons Macoutes. Il a fait une révolution. Il a fait une révolution Duvalier père. En ce sens, il a fait une révolution. Avant lui, le peuple, les enfants du peuple n'avaient pas le droit ou la possibilité de fréquenter les grandes institutions en Haïti. C'était fait pour les fils des mieux nantis, les fils des mulattes. Le petit noir, lui, il était mis de côté. Donc, vous voyez, ça représente beaucoup ce que j'ai déjà un peu mentionné et ça rejoint, je crois, un peu ce que certains d'entre vous avaient dit. Donc, ici, par exemple, on va mettre tout le blâme de la violence des Duvalier au pied des tontons Macoutes. Donc, Duvalier est très déresponsabilisé dans ce discours-là. Mais on montre, il y a aussi cette vision-là, finalement, de les gens allaient à l'école grâce à Duvalier et qu'avant Duvalier, ben, c'était les grandes institutions, là, les petits séminaires de ci et petits séminaires de ça, ben, c'était pour les mulattes. Est-ce que c'est vrai, encore une fois? Pas forcément. Il y a beaucoup plus de nuances à mettre à tous ces propos-là. Mais comme je vous l'ai dit, mon objectif à moi, c'était de vraiment comprendre le duvalierisme à travers les propos des participants et, dans mon cas, quand même, ajouter de la contextualisation historique parce qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Mais c'était vraiment de les laisser parler et de laisser leur vision du duvalierisme être présentée. Maintenant, un dernier exemple pour ce camp 3 de mémoire critique nostalgique. Là, il est question d'une femme qui s'appelle Marcel Charles. C'est quelqu'un qui avait un père qui était un duvalériste. Elle ne mentionne pas exactement ce qu'il faisait, hein. Est-ce qu'il était musicien? C'est pas très très clair. Mais constamment dans l'entrevue, comme je disais tantôt, elle est tantôt critique, tantôt elle parle un peu de régime. Donc, elle dit que sa perception de François Duvalier, c'était quelqu'un qui voulait diriger. Peut-être qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Elle pose la question. Plus tard, elle dit quelqu'un qui sait c'est quoi le mal, qui sait que le mal n'est pas bon, ne peut pas dire moi j'étais pour Duvalier. Tu comprends? Tu ne peux pas dire que parce que tu veux diriger, tu peux faire ça. Au sujet des actes de violence, tu ne peux pas dire que parce que dans les circonstances. Attends, tu ne diriges pas dans des circonstances comme celle-là, tu manges les gens, tu détruis les gens pour rien. Tu comprends? Est-ce que tu diriges vraiment? Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a une opposition, la première citation et la dernière. Dans la première citation, elle pose la question, peut-être que Duvalier n'avait pas de mauvaises intentions. Ensuite, elle dit, mais en fait, quand tu gouvernes comme ça, quand tu gouvernes comme un sanguinaire, quand tu gouvernes dans une manière aussi violente, on ne peut pas dire que c'est parce que tu veux diriger, en fait, hein. Il n'y a pas de moyen de justifier tout ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment un contraste entre les deux et c'est quelque chose que j'ai vu ressortir dans quelques-uns de mes entretiens. Donc, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, je pense qu'un projet similaire, peut-être si la situation change un peu en Haïti, devrait être mené en Haïti aussi, parce que comme je l'ai dit en tout début de présentation, je pense qu'il y a quand même une asymétrie entre la manière dont on pense du valairisme en Haïti et la manière dont on le pense dans la diaspora. Je pense qu'en Haïti, par exemple, la mémoire hégémonique ne sera pas une mémoire critique. Je pense qu'au contraire, la mémoire hégémonique sera peut-être une mémoire qui est plus positive. Au du valairisme, il y aura peut-être un peu plus de nostalgie en Haïti, plus que ce qu'on a pu retrouver, par exemple, au Québec. Ce que je veux dire aussi, c'est que la mémoire du duvalierisme, elle se lit vraiment selon l'actualité en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mémoire, elle répond pas forcément à nos facultés cognitives pour se rappeler de ce qui s'est passé, mais elle répond surtout à la manière dont on comprend le présent aujourd'hui. Donc les gens vont beaucoup lire le duvalierisme à la lumière de comment ils voient la situation en Haïti. Donc ironiquement, ceux qui voient la situation en Haïti comme étant perdue et qui voient le duvalierisme comme étant un régime qui était un régime de stabilité, quand ils regardent Haïti aujourd'hui, pour eux, c'est la preuve que s'il y avait un Duvalier au pouvoir, les choses ne seraient pas comme ça. À l'inverse, ceux qui pensent que la situation aujourd'hui, elle s'explique à cause de la violence du valériste, à cause de l'impunité aussi pour les crimes du valériste, pensent justement que c'est Duvalier qui a détruit le pays et que s'il n'y avait pas eu de Duvalier, le pays ne serait pas comme ça. Donc en fait, plus le temps passe, plus les camps de mémoire, si vous voulez, jusqu'à un certain point, ils deviennent de plus en plus fermes dans leur position. Alors que je pense qu'en Haïti, je pense que si le même exercice devait être fait, il y aurait il y aurait place à plus de nuances jusqu'à un certain point, à cause que la mémoire, elle est dans un cadre national et forcément différent. Je pense qu'à l'étranger, la mémoire a tendance à un peu plus se fixer jusqu'à un certain point. Donc, je pense pas que c'est nécessaire que je revienne sur les camps de mémoire que je viens juste de présenter, mais comme je l'ai dit tantôt, plus le temps avance, plus je commence à penser davantage en termes de tendance mémorielle, parce que je pense que ça permet un peu plus de flexibilité dans la manière dont on approche ces différences dans tous ces discours pluriels qui existent
au niveau de la communauté haïtienne du Québec, mais de manière générale, je vous dirais que les différents camps que j'ai pu, pour ma recherche, sont ceux qui étaient les plus importants et qui, à mon avis, existent encore. Je pense qu'il y a quelqu'un a ouvert son micro, mais dans tous les cas, voilà, c'est tout pour ma présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et donc on peut passer à la période de questions si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Dr. Belloni. Merci pour votre intervention. Je pense que pour moi, de même que pour les autres, ça a été vraiment une session très informative. On a beaucoup appris sur la période du valériste en Haïti, etc. Et pour moi, personnellement, je pense que ce qui était le plus intéressant, c'est que je pense que comme Snaïka l'a dit, on est assez jeunes. Certains d'entre nous, on est vraiment très jeunes. Et donc, écouter, pouvoir comprendre et apprendre sur la période du valériste, les différentes perceptions, comment est-ce que les gens, ils voient les valéristes comme étant des sauveurs, on va dire, comme étant des héros, et d'autres qui voient les valéristes comme étant des, on va dire, des gens pas trop gentils, on va dire, pour être un plus politiquement correct. Donc, c'était très intéressant. Et alors maintenant, on fait place aux questions. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser directement à Dr. Belloni, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, ben, si vous ne souhaitez pas vous adresser directement, vous pouvez toujours poster vos questions dans le chat et moi, je vais vous aider à les poser. OK, maintenant, on fait place à Snaïka Gentil pour une question. Snaïka, tu as la parole. Ok, merci Christine et, et merci encore une fois, docteur Belloni. Oui, c'était vraiment ici que, selon ce contraste, quel est le contre-hégémonie, de la contre-hégémonie? Donc, j'aimerais savoir votre position là-dessus, concernant l'ensemble de ces recherches, puisque certains disent c'était bien, d'autres disent c'était mal. Donc, votre position à vous, c'est quoi? Merci. Ma position à moi, merci beaucoup d'abord pour votre question. Je risque de vous décevoir parce que ma position, elle n'est pas très claire. Je dirais que de mon point de vue à moi, la violence des Duvalier, elle est indéniable. Ça, je pense qu'il ne devrait pas avoir lieu d'avoir des débats là-dessus. Comme je l'ai dit tantôt, quand on pense au fait qu'on a une population en 86 qui est autour de 6,5 millions et qu'entre 30 000 à 50 000 personnes sont disparues ou sont mortes, il est impossible de dire que ce n'est pas un gouvernement violent. Et ça, ce sont uniquement les personnes qui sont disparues. On ne compte pas les personnes qui ont été torturées, mais qui ont survécu à leur sévices. Et on ne compte pas, dans la torture, par exemple, les viols collectifs, toutes les violences très spécifiques dont les femmes ont été victimes dans cette époque-là. Donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment. Donc, moi, au niveau de ma position, c'est que la violence, on ne peut pas la nier. Et même, je pense qu'on est encore... On n'a pas fini, on n'a même pas commencé à vraiment l'étudier et son ampleur. Et comment est-ce qu'il y a certains traumas, je pense, qui sont même jusqu'à un certain point transmis à une prochaine génération. Donc ça, c'est la première des choses que je veux dire, c'est que pour moi, on ne peut pas, en fait, ouvrir un débat sur est-ce qu'il y a eu ou pas de la violence. Il y en a certainement eu et à une très grande échelle. Et je pense qu'on peut effectivement parler de terrorisme d'État sur Duvalier. Là où, par contre, j'ai amené un peu plus de nuances que certains de mes collègues ou des gens avec qui j'ai parlé, comme j'ai tantôt, qui étaient très marxistes, très de gauche et qui refusaient même d'admettre qu'il y avait peut-être des bienfaits du duvalierisme. Là où j'ai amené une certaine nuance, c'est pas tant pour justement rentrer dans un discours pro ou néo-duvalieriste pour dire que oh, mais tout était pas mal. Ma nuance à moi, c'est surtout essayons de comprendre le personnage du Duvalier. Si vous vous rappelez, au début, j'avais parlé de l'occupation américaine et de l'impact que ça avait eu sur lui. Eh bien, c'est pas seulement un impact sur François Duvalier, c'est un impact sur toute une génération. En fait, mes recherches dernièrement, qui s'inscrivent dans les travaux, dans la lignée des travaux de d'autres chercheurs, là, j'ai rien inventé, montrent comment est-ce que, par exemple, en Haïti, dans les années 30, le fascisme était très populaire, hein. Le fascisme européen, surtout le fascisme à la Mussolini, moins celui à la Hitler, est très populaire jusqu'à environ, je dirais, 1934-1935, à partir du moment où l'Italie va envahir l'Éthiopie. Bon, là, on se distance un petit peu de ça. Pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce qu'à partir du moment où on commence à lire le duvalierisme comme un régime qui est fasciste, mais qui est aussi racialiste, on comprend un peu mieux le personnage du Duvalier. Aussi, à partir du moment où on commence à mieux comprendre les conséquences de l'occupation américaine, quand vous êtes dans un pays majoritairement noir et que vous avez des endroits comme des clubs mondains qui sont fermés à des personnes noires, parce que c'est certainement ça qui est arrivé en Haïti pendant les années 30 et les années 40, donc même après l'occupation américaine, je pense à l'époque de l'île Esco, vous aviez des clubs mondains à Port-au-Prince où est-ce que des gens
qui sont noirs, dans un pays qui est majoritairement noir, parce qu'on leur disait, vous pouvez pas rentrer ici, vous n'êtes pas mulâtre, vous avez pas des bons cheveux, vous n'avez pas des yeux ceci, vous n'avez pas celle-là, et ainsi de suite. Donc, toute la génération du Duvalier, pour beaucoup d'entre eux, il y avait ce sentiment d'être insulté dans leur amour-propre. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ça, c'est important quand on veut comprendre le personnage du Duvalier, quand on veut comprendre les Duvaliéristes aussi, quand on veut comprendre le noirisme en Haïti, c'est un terme que j'ai pas mentionné, mais qui est important quand on pense à l'idéologie du valériste. C'est certainement des choses qu'on doit contextualiser. Alors, pour moi, contextualiser ne veut pas dire excuser, mais c'est nécessaire pour comprendre. Donc, ma position, c'est un peu ça. C'est que d'un côté, on doit reconnaître la violence et ouvrir des voies pour pouvoir parler de cette violence-là et pouvoir l'étudier, mais de l'autre, on doit aussi essayer de comprendre mais dans quel contexte qu'un personnage comme François Duvalier a pu naître et évoluer intellectuellement et a pu finalement arriver à la présidence. J'ai mentionné au tout départ qu'il est né en 1907 et il est né la même année que Jacques Romain, qui lui est un auteur célébré et adoré à peu près par tout le monde. Eh bien, vous avez deux hommes de la même génération qui ont des parcours de vie excessivement différents, entre autres parce qu'ils ont aussi vécu des vies très différentes. Donc moi, c'est un peu ça, en fait, ma position. Alors, je ne sais pas, voilà, si ça vous déçoit ou ça répond à votre question, mais c'est un peu là que je me situe. C'est bon, Merci, ça va docteur. mieux. Merci, Snaïka, et merci, docteur Belloni. Maintenant, on fait place à Antoine Bolivar. Vous pouvez maintenant poser votre question. Antoine Bolivar, vous êtes là? OK. En attendant que Antoine Bolivar il réponde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous en avez, OK, Madoshi. Ok, c'est Madoché, je suis vraiment désolée, hein, je dis Madoche depuis le début. À chaque fois qu'on Ça se va, parle, ça va. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. vraiment désolée. Il y a toute une histoire derrière. Ma question, est-ce que tu penses qu'il y a des leçons à apprendre, on va dire du bon côté, du régime de Duvalier qui, voilà, pourront informer les politiques d'aujourd'hui dans la gestion d'Haïti? Oh, c'est une très bonne question. Est-ce que je trouve qu'il y a des leçons à prendre? Eh bien, oui et non, mais surtout non. Ce que je veux dire par là, c'est que Duvalier, en tout cas, pendant sa campagne électorale de 57 et aussi, je dirais, au début de sa présidence, les choses vont commencer à changer vers la fin des années 60 quand on commence à faire la transition tranquillement et qu'on cherche un héritier. Bon, ce sera Jean-Claude à la fin. Mais je dirais qu'au départ, Duvalier avait présenté une vision très nationaliste d'Haïti. Duvalier est venu pas avec nécessairement des chiffres à l'appui et avec quelque chose de très concret, mais au moins il y avait ce sentiment qu'il y avait un projet duvalériste, un projet nationaliste, un projet de rénovation, un projet pour créer un nouvel Haïtien aussi. Bon, ça c'est un peu plus dangereux qu'on veut pas seulement changer le pays, mais on veut changer les hommes et les femmes de ce pays. C'est là qu'on rentre un petit peu plus dans tout l'aspect fasciste dont j'avais parlé au départ. Mais l'idée d'un nationalisme qui pousserait vers des changements fondamentaux dans le pays, ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et ça, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être récupéré. Est-ce que du duvalierisme? Pas forcément. Duvalier n'est pas le premier à faire ça. Je veux dire, Stegno Vincent, qui était président pendant les années 30, donc, il était président, il me semble, de 30 à 41. Stegno Vincent, lui aussi, va présenter un projet nationaliste. Bon, Stegno Vincent, phénotypiquement, certains vont dire qu'il était mulâtre, fait que ça n'avait pas la même résonance que quelqu'un comme Duvalier qui arrivait aussi en 57, même, malgré qu'il avait comme une expérience politique sous-estimée. Mais moi, je crois en tout cas que cette idée de nationalisme, et quand je parle de nationalisme par rapport à Duvalier, c'est un nationalisme qui, en tout cas dans le discours, pas forcément dans la pratique, incluait les paysans, incluait, parce que Duvalier parlait quand même des deux côtés de sa bouche, parfois il avait des discours qui étaient assez ouverts à cette minorité mulâtre. Bien sûr, c'est pas le discours qu'il entretenait quand il parlait avec ses bons amis noiristes comme lui, mais quand même, il y avait quand même ce sentiment que cette minorité mulâtre, surtout celle qui avait une importance économique, il fallait qu'elle soit inclue dans ce projet national d'Haïti. Il y avait ce sentiment aussi, jusqu'à un certain point, qui était, et encore là, parce que Duvalier parlait des deux côtés de sa bouche, qui très souvent était anti-américain, hein. On va le voir, bon, éventuellement, Duvalier va quand même ouvrir la porte aux États-Unis et à Haïti, mais dans son discours, surtout son discours de campagne au début des années 60, il est quand même anti-américain. Et donc, ça aussi, c'est important. Il y a ce sentiment que Haïti, parce que c'est un petit pays, ne veut pas continuer à se faire écraser par les grands pays du Nord. Et Duvalier va prendre des positions très ouvertes par rapport à ça. Duvalier va aussi, au niveau de son discours nationaliste, encourager certaines formes de panafricanisme, hein. Duvalier va beaucoup
appuyer, en tout cas au niveau du discours, les indépendances dans les pays d'Afrique. N'oubliez pas, pendant les années 60, on est à l'époque de la décolonisation. Donc, c'est quelque chose qui va faire partie de sa politique étrangère aussi, donc qui fait partie de la manière dont l'État ou dont Haïti va se reconstruire sur Duvalier et va se percevoir dans ce monde en tant que, si on veut, cette première république noire en Amérique, cette première république noire moderne, et qui va sentir qu'elle a un peu une responsabilité envers les États noirs émergents. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qu'on pourrait aller chercher. Mais en même temps, je pense que, il y a déjà une tradition très autoritaire en Haïti, un culte de la personnalité autour de nos leaders. Alors, je pense qu'il faut faire quand même attention, si on va aller récupérer des choses de Duvalier, de se s'en tenir peut-être à ça et de laisser presque tout le reste de côté. Et c'est pour ça que j'hésite même à dire qu'il faudra aller chercher le nationalisme chez Duvalier. Je pense qu'il y a assez d'exemples de présidents nationalistes en Haïti qui ne demandent pas forcément de récupérer ça des Duvalier. Donc, j'espère que je réponds un peu à Ouais, ta mais question. juste pour rebondir très rapidement, et on va dire dans le discours, oui, il était nationaliste. Par exemple, aujourd'hui, il y a par exemple, comment il s'appelle déjà, Maurice Jean-Charles voilà, qui s'autoproclame Petite Dessalines. Donc, c'est dans cette même idée voilà, de nationalisme. Mais après, dans la pratique, on va dire dans la gestion du pays, dans ces méthodes drastiques, si tu veux, de sécuriser le pays. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette expansion géométrique des gangs et plus de 80% voilà, des territoires de Port-au-Prince sont perdus pour citer cette fameuse euh, On ministre entend tout le temps, oui, cette de la statistique. justice, est-ce qu'il y a, on va dire, de ces méthodes-là qu'on pourrait appliquer aujourd'hui pour, voilà, établir l'autorité de l'État? Moi, je dirais que non et que ce serait très dangereux parce que comment est-ce que Duvalier a fait pour finalement... Bon, deux choses. D'abord, j'ai aimé le commentaire par rapport à Dessalines parce que Duvalier aussi, il aimait se présenter comme un héritier de Dessalines, pas seulement un héritier d'Estimé, mais un héritier de Dessalines, hein. Il y a même un livre, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, qui s'appelle Le Catéchisme de la Révolution parce que Duvalier explique qu'en fait, Pétion, Christophe et Dessalines vivent en lui. Hein. Il y a un peu une incarnation des leaders haïtiens du Valier. Bon, ça, c'est un peu un délire en soi, mais je vous le conseille si vous avez du temps de le lire. Au niveau des méthodes utilisées, non, parce que quelle méthode est-ce que Duvalier a utilisée pour vraiment contrôler en fait le pays? C'était surtout la violence et la peur. Hein. C'était surtout, je veux dire, avant les tontons Macoutes, on avait les cagoulards. L'idée est la même, c'est que Duvalier faisait pression sur n'importe quelle personne qui osait, que ce soit publiquement ou même en privé, dire quoi que ce soit contre le régime. Donc, parce qu'en fait, moi, ma peur, quand les gens disent c'était mieux sur Duvalier, c'est que je me dis, donc vous êtes en train de me dire que c'était mieux quand tout le monde avait peur, quand tout le monde devait s'auto-censurer, quand on ne savait pas forcément, parce que vous avez d'un côté les tontons Macoutes, mais vous avez aussi des miliciens qui ne sont pas forcément Macoutes. Hein. Donc, Ouais. vous avez vraiment différentes forces qui sont là pour régir au nom de l'État. Hein. Et des fois, vous avez des gens aussi qui se disent travailler pour l'État, mais qui le font de manière autonome. Parce qu'à un moment donné, les tontons Macoutes, jusqu'à un certain point, leur autorité échappait au contrôle même de Duvalier, et certainement au contrôle de Jean-Claude Duvalier un peu plus tard, dans les années 70 et début des années 80. Donc moi, je pense que ce serait très dangereux au niveau de ces méthodes-là utilisées par les Duvalier de voir là-dedans un modèle qui pourrait être utilisé. À moins qu'on veut retourner à un état de peur, de peur constante, où est-ce que tout le monde est un potentiel délateur et où est-ce qu'on doit constamment se censurer. Donc moi, je pense pas qu'il y a grand-chose à ce niveau-là qu'on pourrait aller récupérer. Juste pour challenger, et puis je vais donner aux autres s'il y a des questions. Si on se rappelle de cet adage, la fin justifie les moyens, comment on va dire convaincre à cette dame lambda de Solino qui vient de perdre voilà, euh, les biens qu'elle a passé 40 années à construire, qui voyait, on va dire, ses quatre enfants assassinés, juste pour dire comment convaincre voilà, une personne et donner ainsi que les méthodes des Duvalier ne pourront pas s'utiliser dans ce cas parce que, comme je dis, la fin justifie les moyens. Qu'est-ce que tu penses? Bien, moi, je serais encore une fois totalement en désaccord et je me demanderais aussi pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur Duvalier. Est-ce que en Haïti, c'est ou bien Duvalier ou bien les gangs? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre qui peut exister comme ça? Je dirais aussi que c'est peut-être une incompréhension de l'histoire d'Haïti parce que certainement, on a eu des gouvernements qui étaient violents mais qui n'ont jamais atteint le niveau de violence de Duvalier. On n'avait pas forcément non plus des problèmes de gangs à ces époques-là. Donc, je pense qu'il y a un souci de nuance là qu'il faut quand même introduire ici. Donc, je ne serais pas forcément confortable avec ça parce que j'ai l'impression qu'on crée une dichotomie entre ou bien
on accepte un régime dictatorial et sanglant comme celui du Duvalier, on cautionne le terrorisme d'État sous prétexte que ça pourra mettre fin aux gangs. Et d'ailleurs, moi, je pense que personnellement, il y a un lien à faire entre les tontons macoutes, entre les chimères et entre les gangs. Hein, je ne vais pas le faire ici, je pense que c'est des études à longue date. Moi, je suis historienne, je ne suis pas politologue ou sociologue, mais je pense certainement qu'il y a un lien à faire avec, avec toutes ces entités paramilitaires. Hein, et ce qu'on voit aujourd'hui, je crois que définitivement, c'est un travail qui va devoir être fait tôt ou tard. Mais moi, je ne pense pas qu'on a cette dichotomie entre ou bien on accepte le modèle du valérien, ou bien ben, on finit avec la cata. Parce que pour moi, ça revient un peu à cette idée que la démocratie ne peut pas exister en Haïti, parce que c'est comme si que, intrinsèquement, les Haïtiens ne pouvaient pas fonctionner dans un état de droit. Et ça, je trouve ça très dangereux et très essentialiste, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça ma position là-dessus. Ok, merci. Merci, Dr. Belloni. Antoine Bolivar, si vous êtes là, vous avez... Voilà. Donc, vous pouvez poser votre question. Si vous parlez, on ne vous entend pas. Antoine Bolivar. OK. Antoine Bolivar n'est plus. On a Snaika Gentil. Donc, Snaika Gentil, tu as le D'accord, podium. merci. Ouais. Encore une fois, bon, c'est tellement enrichissant et c'est pourquoi je pose encore une autre question. La question, c'est que je me demande, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de questionner le peuple haïtien en soi? Puisque, comme Madoche vient de le faire, ainsi que vous, Madame Belloni, c'est-à-dire, c'est comme on pourrait voir que, est-ce qu'il n'y a pas une problématique même dans le peuple haïtien? C'est-à-dire, il faut soit comme vous venez de le dire, c'est très mauvais de dire ce soit les gangs ou ce soit le régime du valieuriste qui vraiment n'est pas bon en soi, mais on pourrait dire que en dépit des difficultés ou bien en dépit de la problématique du dévalieuriste, de son régime, mais il y avait quand bien même des côtés positifs. Donc, et surtout, on dit que nous sommes un peuple qui, comment je vais dire, pour manifester, c'est de la violence, tout ça. C'est comme si on est habitué à l'oppression même. Donc, ça me questionne un peu. Est-ce que nous, en tant que peuple, avant de nous rééduquer, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir euh, ce régime-là une fois de plus pour nous aider à nous rééduquer yeah, je ne sais pas. C'est vraiment ce que je me demande ou bien c'est l'idée même en soi. Donc, est-ce que c'est vraiment, est-ce que le peuple haïtien, est-ce qu'on ne doit pas questionner le peuple en soi concernant, et pourquoi Duvalier à mettre, avait mis en soi, et comment je pourrais dire, un tel régime? Est-ce que c'est en rapport avec son caractère, sa personnalité ou la façon même de voir, de gouverner, qui était, pour lui, qui était le meilleur? Donc, c'est ça, donc, en soi. D'accord, j'ai l'impression que Merci. cette question, merci, rejoint beaucoup celle de Madoché. Vous parlez d'éducation et si j'ai bien compris, vous posez, votre question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un autre Duvalier pour amener Haïti à un certain niveau de, je ne sais pas si c'est développement ou de stabilité qui permettrait que plus tard, après, on pourra penser autre chose? Est-ce que j'ai bien compris votre question? Je vais être sûre de bien l'avoir saisie. Oui, exactement. Et pourquoi même Duvalier avait opté pour un tel gouvernement, c'est-à-dire concernant l'oppression même, l'oppression du peuple? Pourquoi même? Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire ou sinon c'était dans son caractère, dans son type de leadership? Oui. Ok. Je vais commencer par la première question, mais j'ai quand même noté la deuxième. Bon, je vous dirai un peu ce que j'ai dit à Madoché. Moi, je suis assez inconfortable avec ça parce qu'en fait, ça donne l'impression que, ben, en fait, pour moi, on tombe un peu dans l'essentialisme. C'est comme si que fondamentalement, chez les Haïtiens, il y avait quelque chose qui les empêchait
de pouvoir vivre dans un gouvernement qui n'était pas autoritaire, de vivre dans un état de droit et qu'il fallait, par la violence, apprendre aux Haïtiens, les conduire vers la démocratie. Ça, pour moi, c'est le discours des Américains, un peu. Eux vont le déguiser autrement, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est comme si que les Haïtiens étaient presque intrinsèquement, hein, à leur niveau le plus intime, incapables d'avoir un gouvernement qui respectait leurs droits les plus fondamentaux. Et c'est un peu l'histoire de c'est le fouet qui fait avancer le nègre, hein. Pardon de parler ainsi, mais moi, c'est un peu comme ça que je lis et quand je vois un petit peu cette insistance et cette idée que, bon, voilà, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas une dictature? L'autre question que moi j'aimerais poser aux gens qui disent ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se demander, ben, est-ce que c'est pas justement à cause de ces 29 ans de dictature, de censure, de peur, de violence étatique, de terrorisme, est-ce que c'est pas justement ça et le fait qu'on n'a pas eu de transition vers la démocratie, est-ce que c'est pas justement ça qui permet d'expliquer la situation aujourd'hui en Haïti, hein? Je l'avais mentionné tantôt que contrairement à d'autres États dans la région, on n'a pas eu de commission de vérité et de réconciliation. On n'a même pas aujourd'hui un État qui s'est même excusé en fait de ces crimes-là, hein. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans un pays ou même dans des régions où est-ce qu'ils côtoient leurs anciens bourreaux. Donc, vous avez une situation où est-ce que vous avez une impunité pardon, qui est généralisée. Donc, moi, je pense qu'au lieu de poser la question de est-ce qu'il ne faudrait pas un deuxième régime du valérisme, moi, je pense qu'on va plutôt poser la question, est-ce que c'est pas parce qu'on a eu ce régime-là et qu'on a eu très peu d'efforts pour mettre la lumière sur les crimes qui se sont produits, comprendre pourquoi ils se sont produits, juger les gens qui sont encore en vie pour ces crimes qu'ils ont faits, parce qu'on a eu un effondrement total de l'État quand l'État était basé sur une seule personne, soit Jean-Claude et son giron, et avant ça Duvalier. Est-ce que c'est pas ça qui nous a conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Donc moi, je pense qu'il faut carrément inverser les questions. Donc, pour ce qui est de votre deuxième question par rapport à pourquoi est-ce que Duvalier il a choisi ce style de gouvernance, ben, Duvalier il a été élu. Bon, pas si démocratiquement que ça, hein. On sait que l'armée est intervenue et qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a eu plus de votes pour Duvalier qu'il y avait des gens qui étaient éligibles à voter en 57. Alors certainement, il est arrivé de manière assez magouilleuse au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de gouverner de la sorte? Après, moi, je ne peux pas faire de la psychoanalyse a posteriori, donc c'est un peu difficile jusqu'à un certain point, mais c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'il y a une tradition autoritaire en Haïti. La majorité des gouvernements haïtiens étaient des gouvernements autoritaires qui sont arrivés au pouvoir dans des contextes révolutionnaires, qui ont gouverné des fois avec un semblant de légalité, mais très souvent en Haïti, le pouvoir, il ne s'est pas passé de manière de manière pacifique, hein. Très souvent, les gens vont dire que bon, le premier président élu démocratiquement, c'était Aristide. La première vraie transition démocratique qu'on a eue, c'était entre Aristide et Préval. Déjà, entre Aristide et Préval, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, on avait l'impression que le pouvoir se passait entre l'un et l'autre. Ça, c'est une autre discussion pour une autre journée. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que certainement, c'est pour ça que certaines personnes vont dire que Duvalier n'était pas plus violent que d'autres. Duvalier est vraiment allé, si on veut, récupérer dans quelque chose qui existait déjà en Haïti. Maintenant, je pense que la différence entre la violence duvalieriste et celle qui existait avant, c'est l'ampleur qu'elle va prendre et l'étendue de la population qu'elle va toucher. Comme par exemple, beaucoup de gens vont vous dire que c'est pas qu'avant Duvalier, elle n'était pas victime, mais les femmes n'ont jamais autant été victimisées que sous Duvalier. Des viols collectifs, des femmes enterrées vives, c'est pas des choses qu'on voyait vraiment autant avant Duvalier. Et c'est des choses qui aujourd'hui, malheureusement, quand on pense à tous les crimes qui ont été perpétrés contre les femmes haïtiennes pendant l'époque de Cédras, donc pour ceux qui sont jeunes, je vous parle d'après le premier coup contre Haïti. Donc, il y a eu un coup en septembre 91. Je vous parle de l'époque vraiment entre la fin de l'année 91 et le retour d'Aristide en 94. Mais il y a eu des crimes absolument atroces qui sont presque pas répétables. Aujourd'hui, on voit beaucoup de ce type de crimes-là au point où c'est presque rendu un petit peu anodin. Donc, ça revient à ce que je disais au départ. Moi, je trouve dangereux de dire est-ce qu'on ne peut pas chercher quelque chose dans le duvalierisme qui pourrait nous donner un apport positif pour repenser la gouvernance aujourd'hui en Haïti, ou est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un autre Duvalier? Donc moi, je pense que vraiment, ce qu'il faudrait, ce serait plutôt de faire l'état des choses, l'état des lieux sur ce qui s'est produit à cette époque-là et comprendre pourquoi est-ce que depuis 40 ans, parce que ça va faire 40 ans, hein, en février de l'année prochaine, depuis la chute de Jean-Claude, pourquoi est-ce que depuis 40 ans, on n'a pas finalement réussi à établir, à faire cette transition démocratique? Et moi, je pense que la réponse, elle est dans à quel point est-ce que l'État a été détruit sur du Valais et à quel point est-ce qu'aussi il n'y a pas eu un effort par la suite par les États qui sont venus, entre autres parce qu'il n'y a pas vraiment une vraie tradition démocratique en Haïti, pour faire la lumière sur ce qui s'est produit à cette époque-là. Donc, Shnaïka, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, j'espère que j'ai répondu quand même à votre question, ou à vos questions. Euh, oui, merci. Merci. Oui, vous n'avez pas l'air convaincu, mais j'espère que bon. Mais c'est des questions plus larges et que si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Je peux vous envoyer des travaux
surtout politologue, parce que là, on rentre plus peut-être dans du travail de politologue, qui pourrait vous donner des éléments de réponse, mais fondamentalement, Duvalier, il est pas devant nous, et je pense que s'il était là, bon, il serait déjà très vieux. Et je crois pas qu'il nous dirait vraiment la vérité sur certaines choses qui sont produites, hein, parce que Duvalier va toujours faire semblant qu'il n'était pas au courant de certains crimes et massacres et ainsi de suite qui ont été perpétrés hein, en son nom. OK. Merci beaucoup, Dr. Belloni. Alors, on a un Chesley Célestin qui a une question, donc tu as maintenant la parole. Yeah. Dr. Belloni, moi, je vous merci en pile. Moi, dois admettre que moi, t'es allé assez vite en besoin là où t'as pu faire exposition de travail, ouais, parce que moi, t'es analysé, moi, t'es dit comme ça. Wow, orientation travail là, me trouve que l'IA assez dangereux et peut-être même biaisé. Parce que, mais, moi, pour réaliser dans l'interaction que vous parlez gagner après, yo, que tout questionnement que je suis capable de mettre ou répondre, yo, et moi, très satisfait de ça. Mais, parce que nous, il y en a bagay qui est vraiment, vraiment important que vous dites, c'est que nous, tous les deux, nous admettons que le temps, les gains, faculté, ça, pour lui mettre une couche de sucre sur un pile amertume qui est capable de gagner dans le passé. Donc, et surtout, dans la situation que Haïti est aujourd'hui, il fait un pile monde penser que ça était mieux avant, alors que li pas vraiment ça. C'est ça qui fait que moi te dis yo, fais une étude comme ça dans période récente ça yo, li assez dangereux parce que mémoire que wap jwen nan, li pap sa vraiment. Et ensuite, moi, pral wè que ou mettez un pile questionnement qu'on croit que ou dit, mais comment nous t'a supposé poser, question yo, mettez les du vallée en face responsabilité yo. Moi-même, question pas maintenant, c'est pour moi, Mando, est-ce que ou pensez que jodi à là, li trop tard pour nous faire un procès du valierisme en lui-même, comme ça que nous capables de fait qui établi, gagner culpabilité qui établi et gagner des peines même qui établi, comme ça mémoire que nous avons gagné du valierisme n'est pas seulement subjective, mais nous avons gagné quelques documents qu'on croit que nous sommes capables de dire, OK, mais qui ça qui t'est passé sans que nous pas ou nou pa ou base nou selman sou sa ke moun sonje, sou sa ke ou te transmet yo ki mwen certain ke jodi a la, mande yo moun sa te pense du valierisme, mwen trouve ke se literalman pose kesyon an avantage de du valier. Oui, eh bien, Chesley? C'est Chesley? Yeah, Chesley. Chesley, ok, merci. Oui, eh bien, l'autre commencé à poser une question. Je commencé pas, je me dis, bon, je pas souhaité que, comme si je me présentation ça, que le monde t'attendait samedi, je pense que son monde qui a fait l'apologie du Valérie, ou mais qui a excusé crime ça yo, qui était commis, et moi que, ou bien comprendre que c'est pas ça m'a fait. Bon, distinction qui est assez importante dans le travail, moi, et moi, quoi que vous comprenez, mais je dire quand même qu'il y a vraiment une distinction à faire entre la mémoire et aussi l'histoire, les événements dans leur historicité. Ça veut dire que moi-même, travaille moins sur ton mémoire pour sur travail pour me récolter façon que haïtien te comprendre le régime là. Ça pas veut dire qu'en tant qu'historienne, en tant que monde qui a travaillé en sciences, que me pas font travail d'analyse. Ça veut dire que l'anthèse moi, non seulement moi présenter mémoire là, ça moun yo dim, moi prend temps pour un paragraphe ou bien on analyse pour m'expliquer bon, mais ça moun yo dim, mais qui Jean ba yo te vraiment passé. Même ba en pile dans ça moun yo dit pourquoi? Parce que Jean Mouinwell, c'est important pour nous comprendre pour qui ça aujourd'hui, bon là ça c'était quoi, 2021-2022, pour qui ça en 2025, dans pays haïtien, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora, qui ouais régime là de façon positive. Pour me répondre à la question ça, m'obliger par là avec un série de monde qui ont une vision qui est très nostalgique, qui est très apologiste de régime là, mais ça ne veut pas dire que son position que moi appuyée ou bien que moi pensais que oui, régime là t'es bon, il était ceci, il était cela. Ça veut dire seulement que moi exposé mémoire là, la façon que lié, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau de la réalité historique, au niveau de l'historicité des événements, que c'est comme ça bah, t'es passé. Même pas ce qu'on comprend, mais moi, je dis quand même. Au niveau d'un procès pour le duvalérisme, faire la lumière sur le duvalérisme, un procès criminel, je crois que pour certains crimes économiques, il est encore possible de faire des procès. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont en vie, qui vivent souvent à l'étranger. Bon, après, ce serait quand même des efforts pour forcer ces gens-là à retourner en Haïti. Donc, ça pose quelques difficultés, mais certainement, son bail qui qu'à fait. Si
si gon effort, gon envie, gon volonté étatique. Bon, à l'heure actuelle, pas vraiment gon État en Haïti, donc ça c'est pas que peut-être dans quelques années nous quand envisager, même penser que l'État est important. Au niveau de faire la lumière sur le duvalierisme, ça sont pas qui pour moi qui moi me pense que son bail qui primordial dans le sens que me pas penser qu'on monde aujourd'hui même si moun sa gen 20 ans, même s'il gen 25 ans, peu importe là, je pense que dans le manuel historique en Haïti, tu es supposé gon effort, c'est-à-dire manuel, ça veut dire que pas un livre d'histoire qu'écrit pour un historien, ça veut dire un livre contre si moun qui l'école, OK, on petit de seconde pas connaît même ensuite on petit moun reto, un manuel, un livre contre si moun qui l'école qu'a li, ou est-ce que vraiment très clairement il explique mais qui Jean Duval est arrivé au pouvoir, mais qui s'est passé sous régime li, et pas seulement à travers des témoignages comme ça me fait ici, mais à travers vraiment des recherches qui menées par l'État. Plutôt, j'ai parlé par exemple de ces commissions de vérité et de réconciliation qu'on a vues un peu partout en Amérique latine à la suite des gouvernements autoritaires là-bas. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait un même effort en Haïti. Je comprends que la situation actuelle, avec l'absence d'un État, fait en sorte que c'est plus difficile, mais je crois que c'est ce qu'il faudrait. Et depuis cet effort étatique de mettre la lumière sur ces périodes de violence en Haïti, on pourrait éventuellement arriver à mettre en place une commission aussi avec des historiens qui, eux, pourraient travailler à mettre à jour les manuels scolaires des étudiants en Haïti qui permettraient en fait que ce soit une réalité historique incontestable que ce régime-là a été violent, que ces violences-là, elles se sont perpétrées sur une période d'environ 29 ans et qu'elles ont eu divers impacts en Haïti. Le problème que moi je vois qui se pose, oh, pas, je parle en français là. Le problème que moi qui a, c'est que, pas, premièrement, pas grand État, mais même les un semblant d'État, pas de bonne volonté pour ça. Moi, je pense que c'est un bail qui est très important. En attendant, ce qui est encore important, je crois, aujourd'hui, c'est la société civile et le rôle qu'elle peut jouer. C'est-à-dire, depuis la diaspora, moi, je pense que c'est important d'appuyer certains organismes qui existent déjà en Haïti, pas en créer des nouveaux, ou est-ce qu'on pourrait permettre à la parole des victimes de déjà ressortir. Et peut-être que c'est justement à travers un effort citoyen qu'éventuellement, il y aura un effort aussi de l'État et que cet effort de l'État pourra retourner aux citoyens à travers des manuels scolaires. Donc, Chesley, excusez-moi, je ne sais pas si je vraiment répondre à la question, mais moi, c'est comme ça, moi, j'espère que vraiment comprendre que et c'est pas comme si je pas excuser crime du Valium très critique en fait dans ce sens-là Oui, mais doivent les comprendre pour qui ça moun yo gen vision que gen pour qui ça gen moun qui dit régime là t'es bon grand pile moun qui dit c'est parce que du Valais son moun qui son qui était noir qui était vraiment qui était une appréciation pour moun qui était noir dans pays qui était vraiment même si son pays qui ont majorité noire qui était vraiment gardé moun qui noir comme si au pas rien quand pile moun c'est ça que fait ouais du Valais était un bon régime quel autre moun qui dit c'est parce que t'es la sécurité c'est parce que ti moun yo te kon à l'école, voisin te kon, grand pile moun qui dit oui, sous Duvalier, pas de gen affaire bloqué caillou, ou pas de chambre dans la paix, bah comme ça, et puis là, commence à parler à moun nan, ils disent oui, ou pas dans la paix, ou pas dans ma coute, ou bien ou pas dans la paix, ou pas de gagner ma coute, mal, ou pas dans la paix, ou pas te ou pas te, et puis ou vin ouais que, non, mais finalement, on était dans la paix, c'était la peur constante. Alors que, genre de nuance ça yo, c'est vraiment on parle avec, ou parler avec moun nan, ou vraiment prendre son pour écouter moun nan, qu'au cas où elle sous rive là, comme si on fait un entretien oral en moun, ou rive au gâteau di moun nan, bon, mais ça que t'es passé, bon, opinion sous ça, moun lan appelons comme si son entrevue qu'a fait dans combat moun lan senti que c'est comme si ou fait comme si expérience pas de vrai c'est comme si que ou dit ça c'est comme si moun lan senti comme si ou dit que la bon menti alors ce que moi même pas dans ça m'était plus dans perception que moun yo te gagné et puis par la suite l'aime rive dans stade pour vraiment analyser propos ça yo m'exposer ça moun yo te dit même bail aussi on analyse historique parce que bon c'est quand même ça qui est mon travail donc voilà, donc j'espère que c'était quand même clair. oui, mwen ase satisfè surtout le fèt ki ou di ke anvan témoignage yo ou mette yon paragraf ou bien sa ke mwen pren nan tèt mwen tankou yon disclaimer ki di men ki sa ki realite a men koman sa te ke sa se juste Oui, tout à témoignage. fait. Tout à fait. Parce que Autrement, c'est dangereux. ça C'est qui, très dangereux, ça sinon. qui écrit tellement puissant, c'est-à-dire, au capable, ouais, dans ce temps-là, c'est papier ou là qui, comme si c'est la réalité qui existait pour nous. Donc, ça fait un plaisir qu'au moins, que lit à l'écrit. Ok, d'accord, merci Chesley, merci Dr. Belloni. Donc, on a une dernière question, Dr. Belloni. Donc, on va vous demander de répondre assez brièvement avant qu'on puisse terminer. Donc, la question, c'est quelle leçon peut-on tirer de l'histoire du vallérisme pour la démocratie et les droits de l'homme en Haïti aujourd'hui? Donc, je pense que c'est un petit peu lié à la question que Madochi avait posée avant. Donc, vous pouvez brièvement intervenir et puis après, ce sera la fin. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer? Bon, personnellement, moi, je me range à l'avis du sociologue haïtien Lanek Urbon,
qui croient que ce qu'il faudrait en Haïti, ce serait, par exemple, un institut de recherche sur la démocratie et la dictature. Parce que je pense que ce qui manque surtout, c'est vraiment plus de chercheurs qui travaillent sur cette période-là, hein. Quand on cherche des ouvrages historiques ou même sociologiques de qualité sur les Duvalier, on se rend compte qu'il y a quand même une pauvreté assez frappante à ce niveau-là. Et donc, moi, je pense que ce serait une des choses qui serait à faire. Au niveau des leçons, ben, je l'ai un peu dit, c'est un régime qui a été excessivement violent. Alors, si la leçon n'est pas, il faut faire attention de ne pas créer un culte de la personnalité autour d'un homme, de ne pas laisser quelqu'un modifier la Constitution. Si c'est pas ça les leçons qu'on tire du duvalierisme, je ne sais pas quelles leçons est-ce qu'on peut tirer à ce stade-là. Je pense aussi qu'une des leçons qu'on pourrait tirer au-delà de tout ça, c'est que quand on marginalise trop une partie de la population, sa réaction à cette marginalisation-là, si elle a accès au pouvoir, peut être particulièrement violente. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec le docteur François Duvalier à partir de son arrivée au pouvoir en 57. Donc je pense qu'en résumé, c'est un petit peu ça que je dirais à tout ça. Ok, merci, docteur Belloni. Merci pour l'intervention. Je pense que tout le monde a beaucoup appris aujourd'hui. Merci également à nos participants d'avoir été là pour notre première session des Vendredis de la science. Et donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Et là, je fais place à Mardoché Jean-Louis pour les mots de la fin. Et voilà. Ok, super. Merci Christine, merci Dr. Belloni, merci à tout le monde qui était là. Donc, c'était premier sorti vendredi la science. Parce que nous, qui est intéressant, Dr. Belloni se dit, c'est par exemple création d'un institut de recherche et question manque de richesse en Haïti, il est vraiment valide dans tout champ de sciences ou bien champ de connaissances qu'on t'a capable d'imaginer. C'est pas que l'histoire, mais vraiment dans tout l'autre champ de sciences. Donc, c'est dans la même logique ça que on a essayé de venir avec ensemble de séries. Ça. Donc, prochain rendez-vous, c'est à 6 juin 2025, là, à même l'heure, sous même lien, m'a gagné pour moi partager ensemble avec nous sur email et sur page réseaux sociaux nous yo flyer yo. Donc continuez suivre nous, continuez partager avec collègues. Donc merci tout le monde. Déjà bon vendredi et puis à la prochaine sortie. Bon Merci vendredi tout le monde. Bon beaucoup. week-end à la prochaine. Merci, docteur Belloni. Et Merci. Au merci tout le revoir. monde.